Bienvenue sur le Riverside Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Julia Dehaye, psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, TCA. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et nous sommes également accompagnés de Banana Mo, mon acolyte du du Reveal Club. Désolé, on enregistre ça sur Riverside. Donc déjà, bonjour Julia, comment ça va? Très bien, merci. Bon, toi, moi, je te demande pas, hein. Voilà, on se connaît trop bien, donc du coup, c'est même plus la Ouais, peine mais que les je te gens, ils pose. savent qu'on s'est parlé juste avant, non? Ouais, c'est ça. Bah oui, oui, c'est ça. Ça fait un peu mensonge. Mensonge. Ça fait un peu faux, quoi. Alors, bah du coup, on va peut-être démarrer tout simplement sur bah, comment on est arrivé à devenir une psychologue spécialisée dans les TCA. Si tu peux nous dire un petit peu sur ton parcours, comment ça s'est déroulé? Alors au début, j'étais pas du tout spécialisée là-dedans. J'étais spécialisée dans l'enfant et l'adolescent. Alors après, ça va se rejoindre hein, finalement dans les familles. Ça m'est venu parce que j'ai eu des patients qui avaient en fait des problèmes de troubles de comportement alimentaire, même si dans nos formations, de toute façon, on est quand même en fait un petit peu aiguillé, hein, mais pas assez. Et en fait, c'était en discutant avec des coachs, notamment, que j'ai commencé à faire des partenariats en fait avec des coachs qui travaillaient à Basic Fit, puisqu'ils avaient des difficultés des fois avec leur plan alimentaire et des filles en fait qui étaient en grande difficulté. Donc j'ai plutôt fait un peu en autodidacte, même si j'ai fait des formations en fait spécifiques, on va dire, en fonction des stratégies à mettre en place en fait dans les thérapies. Euh, et accessoirement, en fait, j'avais aussi dans ma famille, finalement, plus je m'y suis intéressée, plus je me suis rendu compte que mon cher père, à mon avis, était lourdement touché. Et plus je discute avec ma mère, plus je me rends compte que pas très clair les comportements alimentaires non plus. Et moi, du coup, j'ai eu aussi par exemple, je me suis rendu compte au cours en fait là des dernières années que finalement j'avais un rapport aux glucides qui était un petit peu problématique par moment. Donc voilà, c'est tout ça parce qu'il y a la relation troublée qu'on peut avoir quand même beaucoup. Moi, je trouve, on met beaucoup à avoir une relation troublée. Et il y a les TCA qui sont par contre un réel trouble, une grosse souffrance en fait. C'est vraiment le must du must en fait de la relation troublée. Donc c'est un peu différent puisqu'il y a d'autres Ouais, tu choses en vois, fait. regarde, ça fait 2 minutes qu'on a commencé, j'ai appris un terme, relation troublée. C'est pas comme ça que je le définis, mais Ah ouais? ouais. Ouais, relation troublée, j'adore cette expression parce que c'est vrai, on en viendra après, mais il faut vraiment différencier le trouble du comportement Oui, alimentaire oui, et tout ce qui est avec bah, justement notre relation simple oui, et notre éducation alimentaire. c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 c'est exactement ça. Nous, on différencie beaucoup. Moi, je le différencie beaucoup, notamment dans l'hyperphagie. C'est-à-dire des patients qui arrivent en disant ouais, je fais des crises d'hyperphagie et en fait, le premier travail que je fais, c'est un peu un travail en fait de nutritionniste, à savoir comment vous mangez dans la journée, quels sont vos apports. Et en fait, on se rend compte que quand elles arrêtent de manger en fait juste 20 grammes de riz cuit le midi et qu'on en met plus, bah, déjà, moi, c'est ma base. En fait, c'est combien il y a de crises d'hyperphagie qui vont sauter. C'est-à-dire que si les crises d'hyperphagie sautent pas du tout, on est vraiment sur de l'hyperphagie. En fait, il y a vraiment un rapport psycho-affectif, un trouble du lien, en fait, un trouble de l'attachement qui va être derrière et qui, du coup, se manifeste à cause avec l'hyperphagie. Et si, en fait, elles en font quasiment plus, je me dis, bon, bah, en fait, c'est juste qu'elles mangeaient pas assez, quoi. Et on était juste dans une relation troublée, et là, c'est de l'apprentissage diète, hein. Bah là, ma femme avait ce problème-là quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire elle mangeait très très peu dans les journées parce qu'on avait une relation un peu à distance pendant un long moment. Et elle me racontait ce qu'elle mangeait dans la journée. Elle dit, ah, j'ai encore fait une crise. Je ne rappelle pas ça une crise. T'avais juste super faim. C'est ton corps qui réclame. Et en fait, elle Ouais. a eu du mal à dissocier le mot crise de ce qu'elle avait. Moi, je disais, n'utilise pas le mot crise parce que Hum. tu vas t'auto-créer un truc avec ton mot. Les mots ont leur importance, je pense, surtout quand on s'auto-analyse. Des fois, on a je suis addict à machin, Hum. enfin, ces mots-là sont super importants à ne probablement pas utiliser ou en tout cas à différencier des Oui. vrais troubles. Et en fait, dès qu'on a commencé à habiter ensemble,
et ben, elle a commencé à manger beaucoup plus normalement, voilà, à avoir un vrai petit déjeuner, à pas manger juste une boîte juste une boîte d'épinards à midi, Mm. et de se demander pourquoi le soir elle finissait un paquet de pain de mie comme ça, et elle Mm. se gavait C'est ça. de tout ce qu'elle pouvait dans la maison, quoi. Donc je trouve ça super intéressant, et surtout de différencier ce qui est une vraie crise psychologique, Mm. de juste une réclamation du corps. On pourra parler du jeûne intermittent et tout ça aussi, Mm. en tant que solution pour maigrir, que beaucoup de gens veulent utiliser. Mais ouais, c'est déjà super intéressant. Je sens on va avoir des méga, des Ah, super t'as beaucoup extraits. de temps aujourd'hui? Ouais, c'est ça, je pense qu'on va être bien parti là. Moi, j'ai CrossFit à 17h. C'est tout. Ok, Ça ça marche. marche. On retient. Euh, mais du coup, dans ton parcours, en fait, toi, tu as suivi un cursus de psy et Ouais. de par les relations que tu as fait avec ton travail, tu t'es réorienté là-dedans et c'est là où tu as découvert ce monde-là de la nutrition où dans ton parcours universitaire, on t'avait parlé justement de ces troubles du comportement alimentaire, le lien entre l'alimentation et la psychologie, etc. Alors, dans mon parcours, si en psy, en psychologie clinique, on va voir les troubles du comportement alimentaire. La partie que j'avais pas, où je me suis formée un peu en autodidacte là ces dernières années, c'est la partie nutrition, vraiment. Et en fait, comme je fais aussi beaucoup de sport et que je suis dans le milieu un peu, enfin, musculation, CrossFit, c'est compliqué quoi. Pour les TCA, hein, pour être, enfin voilà, pour avoir fait quelques petites réunion de nutrition dans ma box de CrossFit où je me suis dit oulala, là ils vont nous créer des troubles partout en fait avec leurs trucs, mais bon bref. Donc je me suis intéressée plus spécifiquement là ces 4 dernières années à la nutrition, vraiment pour avoir des connaissances, en fait vraiment la base que je peux amener à mes patients. Après moi je réfère en fait à des diètes. Le côté psy, oui je l'avais, et quand j'ai fait une formation complémentaire aux thérapies brèves, en fait on avait une partie on va dire sur comment prendre en charge, voilà, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, avec des discours stratégiques. Enfin là, c'est vraiment des outils psy purs. Et après, par contre, c'est à nous, en fait, la formation de fac, elle est hyper large. Et en fait, c'est à nous de faire nos propres recherches, de lire, en fait, avec tout le bagage et l'esprit, en fait, clinique qu'on a. Après, on se retrouve à avoir des spécificités. Moi, j'ai pas que les TCA en spécificité, en fait. J'ai plusieurs spécificités et je sais aussi dire, par exemple, certaines choses qui ne sont pas de mes compétences. Je m'y suis pas intéressée. Donc, je prends pas en charge, quoi. Ok, J'imagine que ça doit être comme la médecine, tu dois avoir un socle, C'est exactement. voilà, Oui, c'est exactement ça. t'as un socle commun, et ensuite Oui, ça branche et tu as des spécialisations, mais c'est ça. les médecins entre eux peuvent parler des trucs parce qu'ils ont ce socle commun, Oui, voilà, de physiologie. Bah vous, ça doit être pareil sur ouais, le socle psychologique, doit y avoir un truc, quoi. c'est ça. Oui, oui, Ouais, c'est ça. ça marche. Et donc, mais avant ça, tu es rentré en psychologie parce que c'était un domaine qui t'intéressait, même avant la spécialisation vers les TCA, parce que tu avais rencontré ça dans le domaine du sport, ou est-ce que la psychologie, c'était quelque chose qui t'intéressait depuis jeune? C'est un truc de... Parce que moi, la psy, je m'en suis intéressé beaucoup plus tard, développement personnel, machin et tout, et je me demandais si c'était un truc qui ton Bah, parcours, c'était ouais. direct vers ça? Bah, c'est la question à 1 million. Parce que j'ai eu dont je parlerai pas là forcément, mais j'ai eu en fait des choses très difficiles en fait dans mon adolescence. Et on va dire clairement au niveau des études longues, j'étais dans un cursus où je devais faire des études longues, je savais pas quoi faire. J'étais en bac ES, je savais pas quoi faire. Ce que j'apprenais m'intéressait pas du tout et j'étais pas forcément très bonne à l'école d'ailleurs. Je pensais pas être capable d'ailleurs de faire un master, hein. Et en fait, ça a été vraiment par, comment dire, par exclusion. C'est-à-dire que le commerce m'intéressait pas, la socio m'intéressait, l'humain m'intéressait plus. Les animaux m'intéressaient à la base, mais j'étais pas assez scientifique pour partir en école veto. De toute façon, je l'aurais jamais supporté de trifouiller des bestioles, mais bon. Maintenant, quand je vois ce que c'est, non. Mais et en fait, je suis allée en psycho en étant, ce qui est assez drôle, c'est en étant en étant un peu anti-psy, en pensant que ça servait strictement à rien. Mais j'aime bien aller voir quand même, avant de me faire une opinion, alors que je ne connais pas. Je me suis dit: «En fait, tu anti-psy, mais tu connais rien». Donc j'y suis allée. Les cours m'ont quand même, intéressée, beaucoup la clinique, beaucoup la psychopatho, ça m'a énormément intéressée. Et en fait, petit à petit, je me suis spécialisée, j'ai réussi à passer le concours, parce qu'on a un concours, en fait, entre master 1 et master 2, donc c'est vraiment de la merde, hein, parce que c'est vraiment le concours à la dernière minute. Et
comme là, il y avait un concours, je me suis vraiment attelée un peu plus à bosser. Et là, en fait, j'ai réussi à exploser en fait au niveau du master. Et c'est là où je me suis dit que oui, j'avais ma place parce qu'en fait, j'étais hyper intéressée par ce que je faisais. Et une fois que j'ai mis du sens à ce que je faisais, le master, je l'ai fini en fait brillamment, où j'aurais jamais cru un truc pareil par rapport à mon parcours, quoi. Jamais. C'est dingue comme quoi, dès qu'on s'intéresse à un truc, on devient pas mauvais, hein. C'est Non, mais incroyable. c'est ça. Et puis Ah, l'école, en fait, moi, j'avais pas un. Ça, c'est important. En fait, l'école ne t'amène pas une manière de penser. En fait, c'est du bachotage. En fait, faut rentrer dans des cases. Moi, je m'y retrouvais pas du tout. J'étais très moyenne. Et en fait, en master, on ne demande pas d'être moyen. On Mm. demande vraiment d'avoir un très bon niveau. Le mémoire peut être très dur. Et effectivement, arrivé en master 2, en fait, moi, ça me semblait limpide. Des trucs des maîtres de conférences qui me disaient que c'était très dur ce que j'avais pris comme sujet. Moi, me semblait d'une simplicité affligeante, en fait. C'est à Mm. partir de ce moment-là où je me suis dit, ouais, je pense que je suis vraiment dans le bon truc, la bonne approche. Et ça c'est et après j'ai travaillé en fait dans l'éducation nationale, j'ai travaillé en asso pour famille avec enfants autistes. Et en parallèle, je faisais mon cabinet en libéral parce que je me suis vite dit que j'avais besoin en fait des thérapies. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir vivre des thérapies en fait simplement. En fait, au bout de 14 ans, j'ai un peu charbonné quand même. Mais j'ai fait plusieurs trucs en même temps, mais je me suis vite rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était le lien thérapeutique, c'était ça vraiment. Et sans avoir un psychiatre qui est au-dessus de toi et qui te dit quoi faire, sans avoir en fait une institution qui te bride. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça dans mon parcours, et à chaque fois que j'étais soit en asso, soit en institution, bah en fait, ça me bridait en fait dans mes techniques d'approche en fait des gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens, pas l'institution en fait. Ouais, ouais, je J'ai un comprends. peu élargi là, mais Non, non, mais je pense Non, qu'on se rejoint tous là-dessus. Bah, est-ce qu'on peut peut-être définir ce que c'est un trouble du comportement alimentaire, du coup? Est-ce qu'on peut essayer de voir un alors, peu le... du Ah, coup, pardon, vas-y. on avait prévu ça, mais du coup, bien définir ce que c'est la relation troublée, parce que moi j'aime bien ce terme, et après définir ce que c'est un trouble du comportement alimentaire. c'est à moi de faire ça du coup. Eh ben ouais. Ah bah, il y a du boulot, hein. Pour faire simple, on va dire pour moi la relation troublée, ce n'est pas une pathologie. Le trouble du comportement alimentaire, c'est une pathologie. Du coup, une pathologie, c'est multifactoriel. Une relation troublée, c'est pas multifactoriel. C'est que en lien en fait avec l'alimentation. La pathologie, à savoir le trouble du comportement alimentaire, que ça soit l'anorexie, l'hyperphagie ou la boulimie, en sachant qu'il y en a d'autres. Il y a l'orthorexie qui est pas reconnue, il y a le pica aussi, enfin il y a des choses, mais c'est moins connu. Si je prends vraiment les trois grands, ça va être l'anorexie mentale, l'hyperphagie boulimique et la boulimie. Euh, En fait, là, il y a souvent, tout le temps, en fait, dans ce que je rencontre, mais je dis souvent parce que peut-être qu'il y aura une personne, en fait, voilà, où ça sera pas le cas, mais souvent, c'est des troubles qui s'inscrivent vraiment dans une continuité. C'est pour ça qu'on parle de troubles. C'est-à-dire il peut y avoir une relation troublée, en fait, par exemple, notamment au sein des familles dans l'enfance. Ça va mettre, en fait, des connaissances et des procédures automatiques, en fait, chez l'enfant et l'adolescent. Il va y avoir souvent en fait, notamment dans la boulimie et l'anorexie mentale, un rapport au corps en fait très perturbé à l'image de soi. Il y a des problèmes d'estime de soi. Et moi, j'aime bien les appeler, en fait, pour moi, c'est des pathologies du lien. C'est-à-dire que, en fait, on est en difficulté de lien. Parce que moi, je suis formée à des thérapies où on se base, tout est relationnel, en fait. Tout. Relation à soi, relation au monde, relation aux autres, relation à l'alimentation, relation à ses émotions. Enfin, tout est en lien relationnel. Et du coup, en fait, ces pathologies-là, souvent, elles vont venir, en fait, aider la personne à gérer, en fait, des ruptures de lien ou des troubles de l'attachement, des difficultés, en fait, ou des traumatismes qui ont été dans l'enfance ou l'adolescence. Et du coup, c'est en ça que c'est complètement différent parce qu'en fait, les comportements alimentaires vont se déclencher pas en lien simplement avec une restriction ou avec se dire c'est pas bien de manger des glucides. Ça va vraiment se déclencher par rapport en fait à des souffrances relationnelles qui n'ont pas été en fait traitées ou intégrées par le cerveau et le cerveau a créé un symptôme en fait pour gérer cette souffrance-là. C'est clair. Très clair, ouais, parce que Ouais. j'essaye de vulgariser Non, parce non, que c'est c'est très clair. Après, peut-être que c'est quelque chose dont je suis familier et qui m'intéresse beaucoup. Mais pour moi, je sais pas, tu l'es un peu moins, Morgane, est-ce que tu as compris? Parce que moi, c'est limpide. C'est ouais, le... enfin poser des questions parce que c'est vrai que pour les gens, Alors, oui, mais ouais, parce que et
comment on bascule justement est-ce qu'on bascule, parce qu'on en parlait avec Shams, à quel moment on bascule là-dedans? Parce que lui, il disait, on bascule pas dans l'obésité, on prend le Non, chemin de l'obésité, oui, par exemple. il a raison. Et du coup, est-ce qu'on bascule dans un trouble du comportement alimentaire ou est-ce qu'on est en relation troublée et puis après, on a un trouble du comportement alimentaire? C'est comment ça se déclenche en fait, Alors, on le peut, mécanisme? on, on peut pour quelque chose qui est plutôt, on va dire, à l'âge adulte, on peut basculer d'une relation troublée à un TCA. Parce qu'en fait, on ne sait pas, en fait, des fois, pourquoi ça se déclenche. Globalement, il y a toujours quand même une insatisfaction corporelle. Notamment dans l'anorexie mentale et dans la boulimie, il y a une insatisfaction corporelle. L'hyperphagie un peu moins, mais pas forcément. En fait, ça dépend. Là, pour le coup, ça dépend vraiment des gens. En fait, on peut basculer notamment avec des régimes répétés. Moi, j'ai eu une patiente, par exemple, elle avait fait... Enfin bref, on a un centre en fait à Nantes de sport, machin, on bouffe 800 calories. Je l'ai fait, j'ai tout fait. De toute façon. J'ai aussi l'expérience de ce genre de truc. Mais moi, je savais où je foutais les pieds en fait. Je savais qu'on allait bouffer très peu en cale et que c'était sur 6 semaines. Et voilà, il fallait faire attention au niveau des comportements derrière. Et en fait, ma patiente avait beaucoup de poids à perdre, donc elle a enchaîné des challenges. Elle avait aucun problème de boulimie, d'hyperphagie, enfin vraiment. Je pense qu'il y avait, pour la prise de poids qu'elle avait eue précédemment, il devait y avoir peut-être une difficulté du comportement alimentaire à ce moment-là, mais qui n'avait pas du tout été prise en charge. Et après, en fait, quand elle a perdu tout son poids, elle a basculé à cause du régime dans de la boulimie, réellement. Et du coup, là, on peut se dire, oui, à un moment donné, il peut y avoir en fait des bascules. Par contre, je suis d'accord sur le fait, pour moi, pas la relation troublée, mais le TCA, il s'inscrit souvent dans une continuité, c'est-à-dire que c'est à un moment donné où le cerveau s'est retrouvé face en fait à des situations relationnelles complexes. Souvent, quand on est enfant, d'ailleurs, on n'est pas responsable des relations. Si on se sent abandonné, si on se sent en difficulté, si on ne se sent pas écouté, à un moment donné, notre corps et notre esprit, ils vont essayer de trouver des solutions pour gérer la souffrance. Si par exemple, on se sent en insécurité massive dans nos familles, pas dans le sens où on a des parents maltraitants, juste parce qu'ils ne nous accueillent pas dans nos émotions, bah, la nourriture, ça va être vite un refuge. Parce qu'en fait, ça calme, ça apaise. Et puis, si vous couplez en fait à ça une légère prise de poids en fait enfant et que vous avez en fait une mère ou un père qui vont commencer en fait à vous critiquer en fait sur cette prise de poids alors qu'on parle de 3-4 kilos et qu'on s'en tape en fait à 8-9 ans, enfin des fois on s'en fout, mais qu'il va y avoir une espèce de focus qui va se mettre. Du coup en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est multifactoriel, c'est qu'il va y avoir plein de petites pierres en fait qui à un moment donné vont engranger du coup encore plus de comportements pour calmer en fait de la souffrance. Et après, à l'âge adulte, on se retrouve à essayer d'enlever les briques en fait, pour réussir à court-circuiter en fait les comportements qui ont été mis en place. Alors moi j'ai l'impression, alors j'ai vécu, je saurais pas, définir mon trouble du comportement alimentaire, mais je n'avais aucune culpabilité. Moi, je m'étais créé un personnage où, j'étais gros. D'ailleurs, mes amis d'enfance m'appellent toujours gros et moi, je mangeais jusqu'à ne ne plus en pouvoir et c'était tout le temps, à chaque repas, en fait. Dès que j'ouvrais quelque chose, dès que je mangeais quelque chose, j'ouvrais une bouteille, de jus, il fallait que je le termine. Je sais pas définir ce trouble. Je m'en suis sorti, j'ai fait plein de bêtises pour m'en sortir, mais je m'en suis Mmh, sorti. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, je toujours. suis d'accord. Donc est-ce que, le trouble du comportement alimentaire, on en guérit ou juste on atténue les parce que tu dis: «On en retire des briques», donc je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai retiré des briques de certaines choses, dans ma vie d'adulte et d'ailleurs, je suis un grand fan de Alejandro Jodorowsky et la psychomagia, je sais pas si vous connaissez? Comment Et ça où connaître? tu parles à ton enfant intérieur. Mmh. Heu, du coup, ça m'a aidé, ça m'a bien soigné, j'ai fait ce travail tout seul. Mais j'ai toujours l'impression, alors est-ce que j'ai réellement, entre guillemets, «guéri» parce que on parle d'une pathologie, donc du coup guéri de ça ou est-ce qu'on peut en sortir? Ou il y a toujours cette espèce de doute où quand on se sent pas bien et c'est vrai que quand je me sens pas bien, je me remplis le ventre et je le fais encore aujourd'hui. J'ai plus de problème de poids, j'ai plus de problème de Mmh. comportement et cetera. La seule particularité que j'avais moi, c'est que j'ai jamais culpabilisé à manger trop, quoi. Je pense que c'était intégré en moi, tu vois? Par exemple. Alors, heu,
En fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a guérir, effectivement, le problème, c'est quand ça touche au mental, on peut avoir du mal parce qu'on va avoir des petites piqûres de rappel. En fait, par exemple, pour les femmes, la préoccupation corporelle, l'insatisfaction corporelle va rester, même après être, entre guillemets, guérie des TCA. En fait, ce qu'il faut distinguer dans le trouble, c'est au moment où on sort du trouble complètement et on a juste des préoccupations, en fait, lambda. Ok. C'est-à-dire, on peut vouloir perdre 2-3 kilos sans être, en fait, repartir en anorexie mentale. On peut des fois trop manger parce que, en fait, on a besoin d'étouffer nos émotions. Quand on remplit l'estomac, on sature, en fait, les récepteurs ici. Les récepteurs ici, c'est les récepteurs aussi des émotions. Donc, du coup, le cerveau, il peut plus lire, en fait, ce qu'il y a là. Donc, des fois, c'est bien d'étouffer, en fait, par la nourriture. Enfin, c'est bien. Du moins, c'est un système de défense. Donc il y a ça, il y a ce côté-là en fait où on peut toujours avoir un petit signal. La deuxième chose, moi que je trouve importante, c'est comme avec les dépressions en fait ou les troubles anxieux. Quand on en a fait un, en fait, on est beaucoup plus vigilant et je pense à raison. En fait, c'est bien finalement d'être vigilant derrière parce qu'on sait ce que ça peut déclencher. C'est-à-dire que si tu fais entre guillemets des pseudo-crises et que tu te dis ah mais en fait je suis pas guéri, c'est pas que t'es pas guéri, c'est que tu sais que ce sont des comportements qui pourraient, si ça s'installe et que tu ne traites pas le pourquoi, en fait là tu es en train de trop manger parce que tu as une difficulté relationnelle ailleurs, tu as quelque chose que t'as pas traité et que du coup tu préfères phénomène en fait de vraiment c'est le cerveau qui décide, hein, c'est pas toi. Du coup, à ce moment-là, c'est plus facile en fait de plus manger que d'aller traiter le problème relationnel parce qu'en fait, t'es pas en capacité de le faire. Du coup, pour moi, ça c'est intéressant, c'est-à-dire d'avoir le warning, de se dire, ok, là je repars. C'est ce que je travaille aussi avec je pense à une patiente qui a des crises de boulimie. Quand elle en refait, elle est plus réellement dans le trouble. Parce que c'est un peu une fois tous les trimestres, une fois, bon. Mais moi, je lui dis, ok, ça, c'est un signal. Ça veut dire, il y a quoi? Il y a un déséquilibre, en fait, dans votre vie, à un instant T. Et du coup, votre cerveau, il est habitué, en fait, à ces symptômes-là, donc il va choisir ces symptômes-là. Mais pour moi, je les prends toujours comme une alerte, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le trouble, mais on garde des symptômes. Et en fait, ces symptômes-là viennent nous dire, bah là, en fait, il y a un déséquilibre. Là, il y a un truc qui va Ouais. pas, traite ce qui va pas, parce qu'en fait, sinon, moi, je vais gérer comme ça. C'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est normal, en fait, d'avoir peur, notamment quand on a fait des burn-out, des dépressions, des troubles anxieux, c'est pareil. Les gens vont dire la même chose. Dès qu'ils vont être un peu stressés, ils vont se dire, merde, si ça se trouve, je vais repartir, ça va repartir, ça va Non, c'est juste, là, il y a un signal, et le cerveau est beaucoup plus réceptif aux signaux, surtout. C'est qu'il se dit tout ce que je voyais pas avant, quand je dissociais, bah là, je dissocie plus parce que ça m'a amené la dernière fois, en fait, par exemple, au fond du seau. Donc, je vais être beaucoup plus vigilant maintenant. Ouais, c'est Effectivement. intéressant. Tu voulais dire un truc, Morgane? J'allais dire, moi, c'est vrai que dès que je suis très stressé, bon, ça a été une année un peu lourde cette année, et c'est vrai que moi, je me rends compte que je comprends, c'est marrant cette idée d'étouffer les problèmes en mangeant. Là, je me suis beaucoup plus retrouvé à manger beaucoup, surtout à midi, plus le midi que le soir. Des jours où il y avait des gros trucs, où j'avais mal dormi, ou le machin, et c'est intéressant en fait de. Parce que moi, j'ai pas pris ça pour des alertes, je me suis dit, bon, bah, je suis fatigué et stressé, j'ai juste plus de Oui, mais c'est ça. volonté. Oui, mais parce que tu as lu tout de suite le truc derrière. Je suis fatiguée Ouais, et stressée. ouais, Voilà. d'accord. Donc, il faut que je prenne soin de moi sur ma fatigue et sur mon stress. Et t'as la réponse, il n'y a plus besoin du symptôme. Et donc, le début du trouble, en fait, c'est une cécité par rapport à ça. C'est-à-dire de ne pas voir, en fait, le problème derrière et de juste avoir le Oui, comportement et se dire, ah, mince, d'accord. Le fait oui. de. Ben, en fait, souvent, comme ça s'inscrit souvent, en fait, dans l'enfance et l'adolescence. En fait, un enfant ou une ado n'a pas la capacité, à un moment donné, par exemple, si, comme je disais, s'il y a des insécurités massives, en fait, dans la famille, l'enfant n'a que ça comme réalité. Sauf qu'en fait, les souffrances qui sont engendrées sont insupportables. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver une manière de gérer, en fait, la souffrance qui est insupportable. Il y en a qui partent dans les addictions. Il y en a qui partent, en fait, dans les comportements à risque. Il y en a qui partent, en fait, ça dépend. Mais il y en a qui, en fait, souvent, en plus, à l'adolescence, c'est très propice au test des symptômes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire des comportements à risque, de l'anorexie. Enfin, le cerveau, en fait, il chope un petit peu tout ce qu'il peut pour gérer en fait à des moments des souffrances, mais comme il n'est pas mature, il n'a pas la capacité de se dire bah, finalement si je me sens hyper mal en ce moment, par exemple, j'en sais rien, c'est parce que mon père est mort, c'est parce que ma mère en fait me frappe, c'est parce que ma mère m'écoute jamais, enfin tout ça c'est impossible en fait à intellectualiser, on l'intellectualise que en thérapie et d'ailleurs des fois même sur des adultes, c'est hyper dur d'y accéder. Enfin
Moi, j'ai des patientes, clairement, il y a une relation maltraitante massive à la mère. Enfin, la mère a une relation extrêmement maltraitante psychologiquement. C'est de loin ce que j'ai vu le plus complexe, en fait, en termes psychologiques. C'est très, très compliqué, en fait, de se rendre compte que oui, en fait, il y a des comportements qui sont ultra toxiques et que du coup, ça engendre énormément de stress. Puisqu'à la base, la mère apporte la sécurité. Mais bon. Moi, je suis fasciné par le pouvoir des mots et je me demande si, enfin, est-ce que c'est parce que les enfants, ils peuvent pas intellectualiser parce qu'ils ont juste pas les outils intellectuels, donc comment dire, la variété de mots pour définir ce qui leur arrive, enfin, ce qu'ils ressentent. J'avais vu c'était bête, mais c'était une adulte qui disait, j'avais l'impression d'être tout le temps énervé parce que c'est le seul mot que j'avais. Et en fait, elle a commencé à regarder dans un dictionnaire Oui. frustré, enfin dégoûté, et en fait, d'arriver à mieux définir. Et en fait, ça lui Oui. permettait de mieux gérer en fait ce qui lui est arrivé ou humilier, enfin plein de mots comme ça qui l'aidait vachement à apaiser en fait ce qu'elle ressentait au lieu de justement avoir cette boule qu'elle définissait comme de l'énervement. Est-ce que c'est intéressant en fait de multiplier le langage pour les enfants pour les aider en fait à exprimer? Mais alors, je sais même pas comment tu leur expliques un sentiment aussi complexe que Oui, mais là, en fait, l'énorme limitation, c'est que tu es sur un plan. En fait, si on parle vraiment en neuropsy, tu es sur un plan de préfrontal, de tout ce qui est devant le cerveau. Un cerveau, en fait, un adulte, pour qu'il se développe correctement, au mieux, en fait, parce que ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils aient le moins possible de symptômes ou de troubles. Mais ils en auront. Mais ils auront des symptômes, ils auront en fait des difficultés, ils vont les gérer avec quelques comportements en fait de symptômes. Mais ce qu'on veut éviter, c'est la pathologie. On veut éviter le TCA, on veut éviter la dépression, on veut éviter le trouble anxieux, enfin tout ça. En fait, pour qu'un enfant se développe au maximum bien, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la sécurité interne avant tout. La sécurité interne, ça va être tout ce qui est sur vraiment le cerveau de base. C'est si on n'a pas la base en fait de sécurité, on ne peut pas apprendre. On le voit notamment chez les tout petits. Un enfant qui n'était pas, ça date de, je sais plus de 60 ans, je crois, mais c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Un enfant entre 0 et 6 ans qui n'a pas une grosse base de sécurité par la mère ou le père, peu importe, mais c'est souvent la mère en fait qui est en premier lien avec l'allaitement et tout, ou pas, mais bref, c'est elle qui le porte. Bon, il y a des différences, hein, mais je veux dire, on va dire, je prends les grands principes là. Euh, En fait, s'il n'est pas en sécurité, on a remarqué qu'il ne va pas découvrir le monde. Il ne va pas explorer, en fait. Un enfant ne va pas explorer quand sa mère part. Il ne va pas explorer parce qu'il n'est pas en sécurité. Dès l'instant qu'un enfant est en sécurité, dès l'instant qu'il a une sécurité à l'intérieur de lui, quand sa mère est pas là, il va pouvoir explorer, en fait, et revenir à elle. Il va faire des allers-retours. Je vais prendre de la sécurité, je repars. Et en fait, ceux qui n'ont pas assez de sécurité interne, ils vont rester collés à leur mère, mais tout en étant, en fait, des fois venimeux, en fait, avec eux, vraiment à un plan où on sent bien que les enfants sont venimeux souvent avec leur mère, mais là c'est un peu différent. Voilà. Et en plus, il n'y a pas du tout d'exploration. Donc pour moi, la priorité, c'est la sécurité interne et après va venir le langage. En fait, après ça va venir. Après, on va pouvoir, peut-être à l'adolescence, mettre plus de mots. En gros, il y a deux périodes très importantes. On dit le 0-3 ans, moi je dis le 0-6. Franchement, au niveau des apprentissages et tout, au niveau de la sécurité interne, il y a le 0-6 ans. Après, il y a un peu une période de latence. En fait, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans, il y a une période de latence où on est un peu plus tranquille, en tant que parent, je disais. Après, en fait, à l'adolescence, on se reprend une période, en fait, qui est à risque au niveau du cerveau. Et du coup, là, c'est pareil. Il faut remettre de la sécurité, mais d'une manière différente, parce qu'ils sont hyper ouverts sur l'extérieur et ils viennent plus trop nous voir, en fait, nous. En même temps, en fait, c'est là où il va falloir expliquer les comportements, mais il faut qu'ils passent aussi leurs propres expériences. Et c'est là, en fait, où le langage peut être utile, et notamment la communication. Là, ça peut être utile. Et du coup, ça me fait penser, est-ce qu'on peut tomber dans un trouble de comportement alimentaire à cause d'une mauvaise éducation alimentaire, justement, où moi, je suis dans le jugement, excusez-moi, mais ça m'énerve quand je vais à la sortie de l'école et que je vais Mm. chercher ma fille et que les parents les attendent avec un paquet de chips, un paquet de Ouais. bonbons et un paquet de pop-corn entier. Et du coup, ça me, connaissant tout ça, il y a tellement de choses à apporter aux enfants. Excusez-moi encore une fois d'être dans le jugement et on est humain et je suis honnête avec vous, mais je juge ses parents parce que ça m'énerve. En fait, on a tellement d'autres choses à leur offrir qu'on les accueille avec quelque chose à manger qui va les réconforter, comme tu disais tout à l'heure. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que depuis l'enfance, si on a tout ça, est-ce qu'on peut tomber dans des troubles du comportement alimentaire à cause justement d'une relation troublée depuis l'enfance en fait avec l'alimentation?
Alors pour moi, la relation troublée, c'est plutôt avoir des interdits. La D'accord, ok. relation troublée, en fait, ça va plutôt être, là, il y a plusieurs choses. C'est à nuancer, ça dépend du contexte. En fait, la relation troublée, c'est parce qu'on va avoir des interdits. Comme je disais là tout à l'heure, enfin avant qu'on soit en ligne, c'était le côté, moi je viens d'une famille en fait où je me rends compte que mon père, il me faisait, 3 pots haricots avec une tranche de jambon en fait le samedi midi. En fait, en ayant 11 ans, c'est pas possible parce que lui, il était complètement perturbé sur la prise de poids. Il avait peur que je sois grosse. Il avait peur, en fait, de plein de trucs par rapport à son enfance. Et du coup, moi, il me faisait des restrictions. Je me retrouvais, du coup, à bouffer plein de madeleines, en fait, évidemment, à 16 heures. Volé, Mm. bien sûr. La base. Enfin, là, Ouais, ouais. logique. Là, en fait, là, il y a de la relation troublée. C'est-à-dire que il m'instaure dans ma tête que, en fait, c'est que ça qu'il faut manger. Et j'étais ado. Mais du coup, comme c'est mon père, il y a l'instance, donc tu te dis, faut que je mange que ça, sauf que tu te retrouves à crever la dalle, en fait, et du coup, avoir des comportements compulsifs après, sauf qu'après, du coup, tu prends du poids, parce que quand tu manges plein de madeleines, en fait, forcément, en termes ratio-calorique, ça va pas du tout. Donc, du coup, on te fait des critiques, et c'est à partir de ce moment-là, en fait, parce que tes besoins ne sont pas respectés, et en tant que parent, tu as projeté, en fait, tes difficultés. Là où c'est à nuancer par rapport... Là, pour moi, c'est de l'hygiène de vie, ce que tu racontes. Ouais. C'est-à-dire que on peut plus, pour moi, amener une relation troublée, justement en amenant que du fait maison, des trucs bio, une pomme et un carré de chocolat en disant faut pas manger de gâteau, c'est trop sucré, c'est ça, on va amener une relation troublée, que peut-être quand t'amènes, je fais n'importe quoi, effectivement, des chips, c'est vrai que c'est de la merde, mais moi je suis d'accord, moi je fonctionne pas du tout comme ça, mais des chips, mais peut-être que c'est contextuel. Peut-être que en fait ce coup-là, c'était pour lui faire plaisir, voilà, et que c'est exceptionnel. Peut-être que c'est 1 ou 2 fois par semaine et que finalement sur 1 ou 2 fois par semaine on s'en fiche. Peut-être que c'est hyper équilibré en fait le reste du temps. Peut-être que c'est une maman qui ou un papa qui malheureusement en fait travaille tellement qu'ils n'ont pas la possibilité en fait dans l'éducation alimentaire d'amener en fait des choses autres. Peut-être qu'ils n'ont pas de connaissances et du coup en fait c'est pas de la maltraitance ou quoi que ce soit, ils ont juste pas la connaissance. Ils pensent que finalement, c'est pas si grave que ça parce que c'est des pommes de terre et du sel. Tu vois? Enfin, des trucs comme ça. C'est pour moi, il faut avoir une Oui, sacrée connaissance en termes de oui, je nutrition suis pour se d'accord. dire: «OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon?» Et moi, tu vois, par exemple, mon inquiétude par rapport à mon enfance, moi, ce que j'ai pu vivre et par rapport à mon fils, c'est l'inverse. C'est-à-dire me dire à quel moment je vais pas le rendre orthorexique, quoi. À quel moment, à un moment donné, il va pas me dire non, je mange pas de ça parce qu'il y a trop de sucre. Donc je fais très attention en fait à ça. Et un truc qui m'avait, juste pour l'anecdote, ça m'avait fait beaucoup rire, enfin rire. Je m'étais dit, il va falloir que je me méfie quand même. Comme j'ai une insatisfaction corporelle, heureusement j'ai un fils et pas une fille, mais ça pourrait, hein. À un moment donné, à 4 ans, je crois, ou 4 ans et demi, il m'a dit, moi j'ai un corps parfait parce que j'ai pas de gras. Et je me suis dit: «Waouh!» Waouh! Je lui ai instauré, en fait, que du coup, avoir du gras, c'est pas bien. J'ai jamais dit ça, j'étais juste insatisfaite, en fait, à des moments, puisque après la grossesse, tout ça, vouloir perdre du poids, avec la fatigue, c'est très difficile, en fait. Et du coup, quand à 4 ans, il m'a balancé ça, je me suis dit: «Il va falloir que je fasse hyper gaffe». Et depuis, il a 7 ans là, je récupère le truc, je récupère le tir, en lui disant: «Non, non, en fait, le gras, c'est normal. Sans gras, de toute façon, tu ne vis pas, tu meurs, en fait». Et aussi lui dire: «Moi». C'est moi et mon rapport, en fait. C'est pas, et ça, c'est un truc dans les familles qu'on n'entend pas souvent, en fait. Les parents dire: «Non, mais en fait, c'est moi et mon rapport». Moi, mon père, j'ai jamais entendu dire ça. J'ai jamais entendu dire: «C'est moi et mon rapport au corps parce que moi, j'ai subi des choses, j'ai subi du harcèlement, j'ai été trop gros, on m'a emmerdé à ça et c'est pour ça qu'en fait, je suis trop vigilant avec toi». Jamais, jamais. Tu as juste droit, en fait, à des injonctions, à des critiques, en fait, et il y a pas de discussion. Et c'est ça, en fait, le côté qu'il faut trouver. C'est-à-dire que, pour moi, la priorité pour les enfants, c'est éduquer les parents. Moi, ce qui me met, par exemple, très en colère, je suis désolée, je vais faire un monologue parce que ça, Non, c'est, c'est bien parce que c'est rattaché à ton expérience et nous, on y attache beaucoup d'importance à ça, en fait. OK. Ce qui t'a amené, en fait, à tout ça et c'est super intéressant. Donc, tu peux, vas-y. Moi, ce qui me fait péter les plombs encore aujourd'hui, et parce que je pense que ça touche à mon histoire perso, c'est les diètes et les nutritionnistes qui foutent des plans alimentaires en fait à des gamins en fait de 8, 9 ans. Ça me fait péter des durites. Mais vraiment, j'ai beaucoup de mal à garder mon calme à cause de ça. Et je pense que parce que moi, c'est exactement ce qu'on m'a fait. C'est-à-dire que mon père me filait à bouffer en fait pas correctement, plus avec un regard sur mon corps en fait de petite fille qui était parce que j'ai toujours été plus
plus tankées que les autres, mais plus musclées. En fait, moi, voilà, il y a des femmes qui naissent en fait plus ou moins avec une ossature et une musculature. Moi, j'ai toujours été en fait plus musclée avec une grosse ossature par rapport aux petites qui étaient très fines. Donc forcément, à la gym et à la danse, ça fait un peu tache dans le paysage, ou pas. Mais du moins à l'époque, c'était ça. Donc j'ai eu ce regard paternel en fait sur moi, déjà qui m'a mis une insatisfaction. Au lieu d'être dans le côté t'es plus puissante que les autres, t'es plus forte que les autres, en fait c'était un désavantage. Du coup, s'ensuit ce que je disais par rapport à l'alimentation, à faire attention de pas trop grossir, alors qu'en fait mes épaules, j'ai eu beau faire 15 kilos de moins, mes épaules, j'ai toujours mes épaules quoi. J'ai toujours ma carrure, enfin voilà. Donc toute petite, je l'avais déjà. Et ensuite, du coup, évidemment, on vient où tu prends du poids. Et alors j'ai jamais eu de fort surpoids, mais j'ai toujours eu 6-7 kilos en fait de plus soi-disant que la moyenne. Et du coup, à 12 ans, je suis allée chez une nutritionniste qui m'a collé un plan alimentaire à 12 ans, où je devais manger du fromage blanc, je devais manger des légumes, enfin la diète de bodybuilder, quoi. Et en fait, tu te dis, donc à 1200 calories à 12 ans, et tu te dis, alors, en plus, t'es hyper culpabilisé en tant qu'enfant, parce que tu te dis, t'es grosse, c'est de ta faute. Les parents, en fait, écoutent les professionnels, mais qui nourrit les enfants? Qui fait l'éducation alimentaire, en fait? Et du coup, moi, quand j'entends ça, quand j'ai des parents encore en formation, là, une maman qui me dit qu'en fait, sa fille, une nutritionniste a voulu lui coller. J'ai dit non, tu fais pas ça, c'est de la merde. Pas de féculents le soir, 2025. Je lui ai dit pas de féculents le soir. Elle a 11 ans, mais j'ai dit faut arrêter. Enfin, c'est plus possible ça, ces discours-là. Et du coup, en fait, c'est ça. Moi, ce que je trouve qui manque, mais encore faut-il que les parents s'y intéressent, hein, c'est de l'éducation alimentaire pour les parents. Savoir en fait comment on nourrit correctement ses enfants en termes de nutrition à proprement parler et comment on fait pour ne pas créer de restrictions en fait dans la tête des enfants. Alors on tâtonne, hein. Moi je suis pourtant pro là-dedans, je suis psychologue et spécialisée là-dedans et des fois avec mon fils je tâtonne hein, parce qu'il y a des trucs en même temps je veux pas qu'il ait d'interdiction alimentaire, en même temps que j'ai pas envie qu'il se nourrisse que de Kinder Bueno. Enfin, des fois c'est compliqué en fait de trouver l'équilibre. Mais je trouve que pour moi, ça, c'est le plus important. Et tous les nutritionnistes, en fait, qui collent des plans, en fait, aux enfants, ça devrait être interdit, en fait. C'est pas Je possible. dirais même un peu plus, même aux adultes, tu vois. Oui, oui. Moi, j'ai discuté avec un médecin récemment, il me disait qu'à l'hôpital, un pneumologue qu'on va recevoir, ils ont arrêté le menu diabétique. C'est fini. Dans son hôpital, ils ont retiré ce concept-là parce que les diététiciens qui sont là-bas, ils ont dit non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut réapprendre aux gens à manger et leur Oui. expliquer de comment manger correctement. Pas leur retirer certains glucides, etc. et faire un Non. menu spécial diabétique. Et il y a beaucoup de diététiciens, nutritionnistes qui travaillent maintenant dans ce sens-là. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ma dernière vidéo où j'ai repris un nutritionniste qui Oui. dit que la J'ai vu. banane peut grossir. Ouais, c'est ouf. Et j'hallucine les commentaires des gens. Alors, je ne suis pas médecin, je ne remets pas en question son diplôme ni son expérience, etc. Je dis juste que dans son extrait, il dit que la banane, dans une certaine Mm. comment on dit, dans un certain environnement, elle peut te faire grossir. C'est-à-dire que si tu n'es pas actif, tu fais pas de sport, tu manges une banane, ça te fait grossir. Alors qu'il n'y a aucun aliment, on le sait, et je pense que lui, c'est le premier qui le sait, qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir ni maigrir. Mais du coup, il met ça dans la tête des gens avec l'argument d'autorité, je suis médecin. Mm. Et donc, du coup, on est éduqué aussi par les réseaux aujourd'hui. Et ce genre de comportement vont impacter directement nos enfants. Parce que les gens qui m'ont écrit des messages pour dire non, mais tu dis de la merde, les bananes, faire attention. J'ose pas imaginer parce que c'est des adultes hein, qui me suivent, c'est pas des enfants. Ah, on Qu'est-ce t'a dit qu'ils à font toi, avec tu leurs disais de enfants? la merde. Ils m'ont dit que moi je disais de la merde. Et il y en a qui me reprennent parce que c'est un médecin et je peux pas le contredire en gros. Et Non, que mais, non. oui. Tu vois. Mais en Et donc France, du on a le coup, problème des médecins. ces gens-là, je me demande comment ils éduquent leurs enfants. Ça doit être. C'est un des grands piliers qu'on a dans notre application, c'est-à-dire que l'un des trucs qui nous importait le plus, c'était d'éduquer dedans, de pas donner des plans, juste des plans, d'expliquer pourquoi on propose de manger comme ça, pourquoi nos recettes sont faites comme ça. On a un calorie tracker, mais là on est en train de réfléchir à faire du on-off, c'est-à-dire comprendre la quantité dont tu as besoin et après couper l'utilisation du calorie tracker pour que les gens en fait réapprennent à manger comme il faut correctement, tu vois, de leur enlever cet outil qui est juste
Bon, tu vas en avoir marre, mais comme des petits trous qu'on met sur un vélo, tu sais, c'est pour trouver ton équilibre. Après, tu les enlèves et voilà. Et donc, on a surtout des petites vidéos qui expliquent aux gens comment faut faire. Enfin, qu'est-ce qu'il faut manger, pourquoi est-ce qu'on mange comme ça, pourquoi est-ce qu'il faut Les intégrer tutos des démo. choses. En Les- fait, le calorie tracker, on s'est beaucoup posé la question de le mettre ou pas. Et après, on a réfléchi, on a dit, mais c'est quand même important de savoir, d'avoir une notion, de prendre un emballage et de Ouais. savoir lire combien il y a de calories. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit que les gens vont au moins se rendre compte. Et on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur. Quand on a mis le calorie tracker, ça a été une grosse bêtise parce qu'on n'a pas su, on aurait dû expliquer d'abord et après leur donner accès au calorie tracker. Parce que ça a donné quoi? Ben, ça a C'était quoi été le problème? des gens qui sont focus que sur le calorie tracker, alors qu'on voulait Mhm. justement éviter qu'ils comptent leurs calories. On voulait qu'on s'en serve comme un outil. Donc, alors là, on a revu le concept. On explique d'abord, on te donne pas accès tout de suite au calorie tracker. On t'explique qu'est-ce que c'est le calorie tracker et comment on veut que tu l'utilises. Et après, au bout d'un moment, tu n'auras plus accès au calorie tracker, à part si tu veux savoir combien de calories font ça, parce que tu sais, il y a la possibilité de scanner le code barre et ça te dit les nutriments, etc. On insiste pour que les gens mangent plus de fibres. Donc, du coup, ça te dit combien de fibres il y a. On insiste pour que les gens aient leur quota suffisant de protéines parce qu'ils ont un entraînement et du coup, bah, il faut manger. Donc, qu'ils sachent, qu'ils trouvent un équilibre. Et on s'est rendu compte que les gens se rendent compte qu'ils mangent trop de lipides. C'est le problème. Tu vois, Ouais, carrément. ouais. Ils se sont rendus Carrément. compte. Du coup, comment je fais pour manger moins de lipides? Mais l'idée, Mm. c'est pas que tu manges moins de lipides. L'idée, tu vois, et du coup, on s'est pris à notre propre jeu. On n'a pas assez réfléchi à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on revoit le concept du calorie tracker pour pas que les gens l'utilisent. On veut que tu l'utilises, allez, 15 jours, 3 semaines, pour que tu aies une notion de ce que c'est. De toute façon, c'est chiant de compter ses calories, c'est relou, et on veut pas que tu sois dans cette optique-là. Et ça a été une erreur qu'on admet et qu'on est en train de rectifier là, tu vois. Non, mais le problème, c'est enfin, moi, ce que je trouve qui est compliqué, c'est que, ça, après, c'est que mon point de vue, mais je trouve qu'on nous demande de réguler notre alimentation comme si, en fait, on était dans les années 1900 où il n'y avait pas toute la bouffe transformée. Et en fait, pour moi, c'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire que on a des injonctions sur les réseaux anti-sucre, anti-gras, anti-je sais pas quoi, anti-tout, anti-pesticides. Et en fait, en même temps, les magasins sont pollués de bouffe transformée. Et moi, c'est vrai que c'est ça que j'ai appris, en fait, les dernières années vraiment en m'intéressant à la nutrition, c'est à quel point... Bon, et puis accessoirement aussi parce que tu as beaucoup de recherches qui sont sorties au niveau du microbiote par rapport aux maladies mentales, en fait. On s'est rendu compte que dépression, anxiété, même l'autisme, la schizophrénie, en fait, il y aurait des liens avec le microbiote qui aurait été altéré. Donc, diabète, évidemment, tête de liste. Et du coup, en fait, ça, alors moi, c'était la poule ou l'œuf, là, parce que je l'ai lu il y a un mois dans Cerveau et Psycho. C'était, en gros, ils ont commencé à diaboliser le sucre. Et je me suis dit, mais c'est vraiment, enfin, ils nous font chier, en fait, avec le sucre, parce qu'en fait, c'est pas le problème du sucre. Et je me suis dit, ah, mais attends, ils diabolisent le sucre. En gros, le sucre, machin, microbiote, altération du microbiote et tout, maladie. J'exagère. C'est un peu plus nuancé dans l'article, mais évidemment, ils font du putaclic, hein. Et en fait, je me dis, ouais, mais en fait, c'est le sucre contenu vraiment dans le bonbon, le problème, ou c'est la transformation de l'aliment avec des excipients à l'intérieur qui altère, en fait, notre microbiote parce que c'est pas le sucre à proprement parler, puisque notre organisme a besoin de sucre. Que tu lui donnes du sucre blanc, une banane, du riz, il s'en fout, lui, du moment qu'il peut l'utiliser. Par contre, tous les trucs qu'il y a à l'intérieur, les E212 et compagnie, ça, effectivement, c'est des perturbateurs. Et en fait, c'est ça, je me dis, c'est un faux combat. En fait, le réel combat, c'est pas le sucre. Le réel combat, en fait, c'est tout ce qu'il y a de transformé et qui peut réellement perturber nos organismes. Mais c'est pas encore, soit ils diabolisent à mort la nourriture hyper transformée, alors que finalement, tu peux l'intégrer, en fait, même toutes les semaines. C'est pas un problème. Parce que ton corps, enfin, vous le savez mieux que moi, ton corps, s'il fonctionne très bien, si il a assez de carburant et qu'il a des bons nutriments, si tu lui mets un Burger King avec des Kinder Bueno une fois, pas très grave, quoi. En fait, il va Ouais. gérer, comme l'alcool, il va gérer, en fait, il va très bien Mais gérer, très bien éliminer, hein. mon avis là-dessus, c'est donc ma femme m'a posé la question. Ouais, mais la nutrition, c'est super important, plus que le sport. Et moi, je n'étais pas d'accord, dans le sens où, à mon avis, pour moi, Les deux. quelqu'un qui a une activité physique, oui, la réponse c'est les deux.
Mais à choisir, je dirais que si tu as une activité physique suffisante, tu peux en fait tamponner les erreurs que tu peux faire nutritionnellement dans une semaine. C'est-à-dire que les athlètes de haut niveau, enfin les athlètes ou quand tu vas courir ou ce genre de choses, ou quand tu fais une séance de CrossFit intense, si tu te mets de la maltodextrine et du sucre dans ton eau et que tu la bois pendant ta séance de sport, ça va t'assister en fait dans ta séance. C'est-à-dire que si tu as tes carbs, tes glucides pendant ta séance de sport, tu vas mieux performer parce que du coup, tu es en train de faire une demande à ton corps qui fait que ces glucides rapides à ce moment-là, c'est super intéressant. Ou même juste après en récupération, Oui. c'est génial. Mais par contre, hors contexte, tu prends cette même boisson et tu la donnes à un adolescent qui regarde la télé sur son canapé, ça n'aura pas le même effet. Oui, Et parce qu'ils donc, l'utilisent pas, ouais. bah ouais, c'est ça. Et donc en fait, tout est contextuel, interlié, multifactoriel, tout ce qu'on veut. On peut jongler avec tous ces termes-là. Mais c'est vrai que je pense que si tu es très actif et que être très actif et comprendre ce qu'on fait, ça permet quand même de tanker les problèmes de la nourriture transformée qu'il y a. Enfin, en Oui, mais partie. c'est pas si tu manges que de la nourriture transformée. Si tu Oui, manges que du transformé, ça va marcher 10 ans, en gros de 20 à 30. Et à c'est partir de 30, tu vas commencer à ramasser. ouais, c'est ça. Tu vas te prendre une grosse claque de Ben ouais, parce rattrapage. qu'on élimine carrément moins. Enfin, moi, je trouve ça Ouais, se voit, passer 30 ans, ouais, on ouais. élimine moins vite les aliments riches. Oui, si tu le fais une fois dans la semaine et que t'es sportif, moi, je sais que j'ai aucun problème avec ça. Si je commence à faire 2-3 apéros dans la semaine, en fait, à grignoter, ça passe beaucoup moins bien. C'est intéressant et ça me permet de rebondir justement sur un terme qui est beaucoup utilisé, qui moi me trigger beaucoup, ça m'énerve énormément. Euh, on a une étude qui était sortie sur des rats où il disait que le sucre était plus addict que la cocaïne et même le mec qui a fait l'étude est revenu dire oh, oh nuance machin et on a je sais plus comment ça s'appelle, un bouquin là qui sort chaque année ou chaque 5 ans sur l'addictologie et en fait le sucre n'est jamais répertorié par les Le DSM-5? voilà, il est jamais Ouais. répertorié dans ce, Non, dans oui. ce document. Et ça m'énerve parce qu'on entend des spécialistes reconnus médiatiquement parler d'addiction au sucre et savoir, toi je sais pas si tu as déjà travaillé avec des personnes en situation d'addiction et justement comme on parle du sucre, est-ce que le sucre nous rend addicts? Alors non, effectivement, il n'y a pas du tout les mêmes effets en fait sur le corps et sur le cerveau euh, que réellement en fait les addictions. Après, je pense que le seul point qu'on peut faire en lien, ça va être le comportemental. C'est-à-dire que ça peut fonctionner comme en fait dans les addictions, dans le sens où une souffrance va t'amener à un comportement. C'est-à-dire que tu te drogues pas par hasard. Enfin, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à une jeune femme qui pensait qu'elle était heureuse et je lui ai dit mais en fait ceux qui se droguent peuvent pas être heureux, c'est pas possible. En fait, ceux qui se droguent toutes les semaines et parce que elle prenait des drogues toutes les semaines et je lui disais un drogué n'est pas heureux, c'est pas possible en fait. Et il n'y a pas besoin normalement dans ces cas-là de prendre enfin le cerveau peut littéralement en fait se faire des shoots de dopamine ou de sérotonine tout seul. En fait, il paraît qu'en plus on pourrait les déclencher naturellement sans avoir de petites pilules. Par contre, en termes de comportement, oui, c'est-à-dire que si à ce moment-là, en fait, le sucre t'apaise, mais moi je trouve que en fait dans les TCA, ça n'a pas trop de sens parce que t'as plein de gens qui vont pas s'y reconnaître étant donné qu'ils vont faire des crises à base de fromage, de pâtes, de pizza, en fait, ça n'a Chips, aucun sens. ouais. Donc le sucre réconforte. Bah après, c'était toi, je crois, qui disait le côté insuline-cortisol là que j'avais vu. Oui, c'est toi, oui. Insuline cortisol, où je l'ai utilisé ça d'ailleurs avec mes patients. Hey. En fait, elles sont antagonistes là et donc du coup, et c'est vrai en plus ça on le voit, on n'est pas dépendant en fait. Le cerveau il est dépendant au calme en fait, il est dépendant en fait, comme on dit à l'homéostasie, il est dépendant à être apaisé. Si quand on est stressé ou quand on est anxieux ou je sais pas quand on a une souffrance qu'on n'arrive pas en fait à voir, si à ce moment-là manger des bonbons ou un gâteau en fait nous calme, bah lui il voit en fait sur du court terme. Donc en fait, si c'est une séance de CrossFit par exemple, il y en a plein en fait, on les voit, les sportifs vraiment plus. Moi j'en fais plus partie, mais en fait voilà, ils vont se dire bah faut que j'aille marcher, faut que j'aille courir, faut que j'aille oui, bah, parce que le cerveau il s'est dit bah tiens là en fait ça va me calmer. Mais en fait ça c'est du comportemental, mais il n'y a pas du tout les mêmes incidences sur le cerveau en Mais fait sur la qu'une vie vraie en addiction. général, Puis il je n'y a pas de dirais. sevrage non plus. Puis Ouais. sur l'environnement non plus.
sur ton environnement. Enfin, je veux dire, un alcoolique, son environnement, il est impacté de ouf. Physiquement, il est impacté de ouf. Ouais. Et tout son entourage est impacté de ouf, son travail, tout ce qu'il peut avoir, ses enfants, etc. Le sucre, un excès de sucre, le seul, ce que nous disait le diététicien Clément qu'on a reçu, le seul problème avec le sucre, c'est quand on est en excédent calorique. C'est-à-dire que si on est en maintien calorique, on n'aura aucun problème de Mm. surpoids avec le sucre. Il n'y a pas d'études qui te disent que le sucre te rend gros. Et pour moi, moi, ça a été un réel combat parce que je suis tombé dans cet extrême où j'ai pensé que les glucides c'était un problème, où j'ai pensé que le sucre Mm. c'était un problème. Et en fait, en étudiant, comme tu disais, en Mm. s'éduquant, alors je sais même pas si c'est étudier, c'est s'éduquer en fait, tout simplement. Oui. Euh, Ça peut paraître un peu péjoratif à dire quelqu'un mais t'es pas éduqué sur le sujet, pas du tout. C'est juste, moi je suis pas éduqué sur la mécanique, sur sur plein de Ouais, trucs. voilà. Oui, oui, c'est ça. Et c'est juste qu'il faut s'éduquer en fait simplement et comprendre que le sucre n'est pas un problème. Le sucre, ça peut vous sauver la vie dans certaines situations. Sur du long terme en excès, ça peut être l'inverse, effectivement. Mais sur un court terme, là, je vous mets au milieu du désert, je vous donne une boisson avec du sucre, où tu vas voir si le sucre c'est un problème. Oui, puis dans ces cas-là, c'est plutôt l'alcool qu'il faudrait. En fait, voilà, Oui, le oui, oui. côté où. Est-ce qu'il y a des campagnes Là, c'est ça. anti-alcool? C'est ça. Le, C'est, le... J'avais une patiente, c'était ça, c'était un truc de ouf. En fait, c'était une sportive encore. Et en fait, vraiment, elle était anti-bonbons. Mais anti-Haribo, machin, poison et tout. Et je me dis, ok. Et en fait, je lui ai demandé si elle faisait des apéros de temps en temps. Et donc, elle me dit oui. Et je dis, mais en fait, si on regarde juste de base, j'ai dit, les bonbons Haribo, vous en avez besoin, en fait, pour survivre. L'alcool, par contre, c'est un poison. C'est-à-dire que l'alcool, en priorité, le corps va s'en défendre. En fait, il va se dire qu'il va falloir absolument, en fait, éliminer la toxine. Le bonbon Haribo, on s'en tape, en fait. C'est du sucre. Il va l'utiliser, en fait, pour fonctionner. Et à partir de ce moment-là, elle s'est dit, ah ouais, en fait, elle a fait l'inverse. Et je me dis, c'est quand même fou en France. Ils ont réussi quand même à nous faire croire que les Haribo, en fait, les Haribo, pardon, sont plus euh, dangereux, en fait, que l'alcool. c'est C'est fou, hein? pas, c'est peut-être un lobby, tu sais, c'est un lobby des entreprises De qui produisent Cronenbourg, de ouais. l'alcool. Ouais, c'est ça, qui lancent des campagnes de pub contre le sucre. Genre, ouais, c'est comme ça, on passe à côté. C'est comme les gens qui fument leur clope, qui font, ouais, fais gaffe, t'es en train de boire du plastique là. Ouais, t'es là, genre, Ouais. mec, Et, tais-toi, tais-toi avec toi, et, ta clope au mec. Là. Et C'est, du ouais, coup, ouais. on en vient justement, si on peut faire le lien avec l'alimentation émotionnelle. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent dessus parce que, en fait, en tant que mec, on n'assume pas on mange avec nos émotions. C'est compliqué à dire. Moi, je vois plein de mecs et quand je mangeais, en fait, je réalise que je mangeais énormément avec mes émotions. Le lien entre l'alimentation émotionnelle, la relation troublée avec l'alimentation et du coup les TCA. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que toi tu l'abordes un peu l'alimentation émotionnelle? Alors, je tiens à rappeler aux gens qui nous écoutent, nous sommes des êtres sociaux et c'est complètement normal de manger avec ses émotions. Mm. Vous mangez un repas, vous êtes un repas d'anniversaire et que plus personne n'a faim et que le gâteau arrive, vous n'avez pas faim, mais vous avez quand même envie de manger ce Mm. gâteau parce que vous passez un bon moment avec votre famille, vos Mm. amis. C'est complètement normal et s'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Un jour, j'ai eu quelqu'un en suivi qui m'a dit, je mange pas le gâteau d'anniversaire de mon fils, ça m'a brisé le cœur. Parce que j'ai une petite fille, elle a 5 ans. Comment ça, je peux pas partager ma fille, elle adore nous donner, vous savez, les enfants, ils adorent donner les gâteaux et tout. Et comment je vais refuser ça? Ça m'a vraiment brisé le cœur. Et parce que justement, elle rejetait cette émotion. Donc, du coup, c'est pas mauvais enfin, l'alimentation émotionnelle, faut pas le voir je pense, du prisme, c'est mauvais de manger avec ses émotions. Au contraire, c'est juste qu'à certains moments où on se contrôle plus parce qu'il y a un excès, enfin, comme on se disait, on se sent un peu étouffé avec le stress et du coup, bah, c'est un peu un réconfort et j'aimerais bien que tu me donnes un peu ta vision de l'alimentation émotionnelle. Alors, moi, le premier truc qui me vient, c'est que ça veut rien dire pour moi. Enfin, Ah, pour ok. moi, dans mon métier, enfin, pour moi, l'alimentation émotionnelle n'a aucun sens dans ma tête, en fait. Puisque je crois que j'en ai fait un réel d'ailleurs, puisque on va se plaindre entre guillemets de manger quand on est en colère ou triste, mais personne se plaint de manger quand on est joyeux. Donc pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, euh, de se dire, bah ouais, mais je devrais pas manger parce que je suis triste, en fait. Euh, et en plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que au-delà du fait de manger parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, parce qu'on est joyeux,
Le gros problème dans les TCA, c'est plutôt qu'on mange parce qu'on n'est pas connecté à elles. En fait, on ne sait pas qui y a derrière. C'est-à-dire que le principe d'une crise d'hyperphagie, par exemple, ou de l'anorexie mentale, dans le sens quand elles arrêtent de manger, ou de la crise de boulimie, parce que boulimie, c'est juste une crise d'hyperphagie avec de la compensation, en fait. C'est vrai que tout à l'heure, ça, je l'ai pas dit, mais voilà, la boulimie, c'est vraiment faire une crise d'hyperphagie, mais avec des comportements compensatoires derrière. Dans tous les cas, en fait, c'est qu'on n'est pas du tout connecté à nos émotions. C'est-à-dire qu'il y a des situations, en fait, douloureuses qui nous ont amené à des émotions qui étaient vues par le cerveau trop dangereuses ou pas en capacité, en fait, à intégrer. Et du coup, en fait, l'alimentation vient étouffer ça. Euh, J'allais même, dans les cas de boulimie vomitive, j'allais même plus loin, parce qu'en fait, il y a des théories en thérapie stratégique où ils mettent le vomiting à côté. C'est-à-dire qu'il y a la boulimie, donc avec comportement compensatoire, c'est-à-dire je mange trop et après, en fait, je vais faire trop de sport ou je fais du jeûne. Il y a l'hyperphagie où je mange trop, en fait, d'un coup, j'ai aucun comportement compensatoire. Ça, en général, ça se voit parce qu'il y a une prise de poids rapide. Et l'anorexie mentale, bon, bah là où je mange plus, je vulgarise, hein, vraiment. Et là, ça se voit aussi parce qu'en fait, en quelques mois, la personne va perdre énormément de poids. Et en fait, ils avaient mis de côté, j'étais assez d'accord avec ça, le vomiting, c'est-à-dire que pour eux, c'était un autre truc, donc la boulimie, où tu te fais vomir. Parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait un principe de plaisir, en fait, à vomir. Et pour avoir discuté avec plusieurs patientes, alors effectivement, ça se rejoint, il peut y avoir littéralement un plaisir à vomir. Et du coup, moi, l'hypothèse que j'avais à l'intérieur de ça, c'était des fois ce que je travaille, quand j'essaye de les reconnecter à leurs émotions, c'est qu'en fait, en mangeant, elles entourent, en fait, symboliquement, elles entourent la zone émotionnelle et elles rejettent, en fait, ça, ce qu'elles veulent pas, en fait, elles veulent pas se connecter à ça. Et du coup, le vomissement les amène littéralement à, symboliquement, hop, j'ai tout dégagé. Par contre, je me suis pas du tout connectée. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Et en thérapie, ce qu'on a énormément comme exercice, enfin en stratégique, euh, c'est alors ça, on le fait que quand on est en thérapie, ne pas le faire seul chez soi, ne pas reproduire ça, enfin voilà. C'est en fait de différer les crises. C'est-à-dire que les psychiatres nous disaient de faire une demi-heure. Moi, j'étais assez cool avec mes patients, je mettais 15 minutes parce que je savais que c'était abominable pour elles. Et en fait, c'est une connerie. Il faut faire vraiment la demi-heure. Parce que du coup, on a vraiment accès. C'est de différer la crise. C'est pas de ne pas la faire, mais c'est vraiment de la différer et du coup de les forcer en fait à se connecter à ce qui se passe à l'intérieur d'elles ou d'eux, parce que ça peut être effectivement aussi des hommes, ce qui se passe en fait à l'intérieur. En général, il faut que ça soit encadré parce que elles ont la possibilité, je dis toujours elles parce que j'ai que des femmes en ce moment, mais les patients ont la possibilité en fait de nous contacter en fait pendant cet exercice-là, parce que toujours le même principe de relation. C'est-à-dire que si je veux pas être en relation avec mes émotions et que je suis en relation avec la nourriture, parce que la nourriture est une relation sécure en fait avec moi, si à un moment donné je n'ai plus la relation en fait sécure avec la nourriture et que je dois me connecter avec mes émotions, il faut au moins que j'ai la connexion sécure avec ma thérapeute. Parce que du coup, à un moment donné, il faut replacer en fait de la sécurité. C'est que nous, on fait office de nourriture entre guillemets quoi, de sécurité. Et donc c'est pour ça que pour moi, manger ses émotions, ça n'a pas trop de sens parce que c'est vraiment, on mange pour les éviter en fait. Les crises sont littéralement là pour éviter de se connecter à ce qu'on ressent. Je sais pas si je suis claire, j'ai encore fait un monologue. Complètement. C'était Ouais, non, super, j'ai c'est très bien super compris, mais intéressant. tu vois, on mange ses émotions et moi, quand je parle d'alimentation émotionnelle, c'est Non, que on mange avec. On mange on avec ou mange. sans. Mais on mange pas ses émotions. Tu vois, moi, c'est ça la nuance. Ok, ok, C'est ça qui est très important pour moi. On ok, mange, ok. quand on est dans une relation ordinaire, on mange avec nos émotions. On mange parce qu'on est joyeux. Bon moment, machin, on se fait du saucisson, des trucs, on est content, des gâteaux, voilà. On mange, par exemple, quand on est un peu triste, parce que ça nous fait du bien, ou quand on est trop stressé en fin de journée, on va se faire un bon plat parce que ça nous permet en fait de relâcher. Là, on mange avec elle. Et pour moi, le trouble, c'est on mange sans. On mange en fait sans elles. On mange, on veut pas les voir. On veut pas en fait s'y connecter parce qu'elles sont vues comme dangereuses. C'est ça la nuance. C'est pour ça que manger ses émotions, psychologiquement, ça n'a pas de sens en fait. Ok. Et Pour mais tu moi. me disais que alors manger ses émotions, ça a pas de sens, si je te rejoins totalement. Je comprends mieux en fait, parce que moi j'utilisais le terme manger ses émotions, mais tu m'as éclairci là-dessus. Mais le terme alimentation émotionnelle ou l'alimentation émotionnelle, ça va regrouper plein de choses justement de ce qu'on a évoqué là juste avant, un repas de famille, au travail. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui culpabilisent
Genre, au travail, je prends l'exemple je vais au boulot, il y a toujours quelqu'un qui ramène des croissants et toujours, bah, je vais taper dans les croissants et ouah, j'ai encore tapé, j'ai encore craqué, etc. Et ils se rendent pas compte, bah, comme tu le disais, bah, ils se sentent bien. En fait, ils sont accueillis, ils se sentent bien et du coup, et c'est de là où j'amène l'alimentation émotionnelle. Et il y a beaucoup de gens qui pensent avoir une alimentation troublée, une relation troublée avec l'alimentation à cause de ces trucs. Mais c'est Non, mais pas, là, c'est savoir pourquoi ils culpabilisent. c'est ça, mais parce que Bah, c'est gras, tu vois, parce que là, la- potentiellement, tu vires sur orthorexique, tu vois. Alors, sans parler que c'est pas un trouble à part entière, mais l'orthorexie, c'est en gros l'obsession pour la nourriture saine. Et du coup, pourquoi ça serait problématique de manger un croissant tous les jours? En fait, en quoi c'est problématique? Est-ce que mais c'est problématique? comme tu le disais, non, c'est pas problématique. Mais Hein. comme tu le disais, ces mêmes personnes-là, ça leur pose aucun problème, par exemple, parce que je pense que c'est un mélange de tout. Ces mêmes personnes-là, ça leur pose aucun problème de boire une bouteille de vin le samedi, une bouteille entière le vin, Oui, voilà. j'ouvre une bouteille de vin. Et donc du coup, c'est là où l'éducation alimentaire, elle est importante pour moi parce que, comme tu dis, manger un croissant tous les jours, bah finalement, si ça rentre dans ta diète, c'est ton habitude, tu veux ça. Si ça te déclenche pas de fringales juste après, moi je sais, je mange un croissant, j'ai envie de tout dévorer après parce que ça m'ouvre Mmh. l'appétit. Euh, euh, Grand bien te fasse, mais ils n'ont pas cette notion de ça c'est mauvais. Ben, c'est parce qu'on incrimine les aliments, quoi. Je me Et demandais c'est ça un si, peu pardon, que nous on essaie de changer. Vas-y, Morgane. je me demandais si, parce que là, du coup, je me rends compte de la complexité du sujet. Je me demandais si tu avais peut-être des outils ou une manière d'aborder de comment se rendre compte que le comportement qu'on a peut être problématique ou pas. Alors, tu avais parlé déjà de voir sur sa nutrition, tu sais, pour couper cette idée que bah, est-ce que cette crise c'est juste j'ai trop faim et donc du coup c'est une crise physiologique, c'est pas une crise psychologique, mais est-ce que au-delà de ça, on peut est-ce que tu as une manière que les gens se disent mince peut-être que c'est problématique ça? Est-ce qu'il y a une manière d'essayer de prendre du recul par rapport à des outils pour que les gens pourraient utiliser et se dire peut-être que j'ai un petit problème à ce niveau-là? Ou est-ce que tu crois qu'ils le savent déjà? Pour moi, en fait, c'est si on souffre. En fait, c'est dès l'instant que tu souffres. Peu importe, en fait, le sujet. C'est que dès l'instant que tu te poses la question, en fait, et que ça amène une souffrance, où là, il faut consulter, en fait, pour savoir, pour éviter, en fait, de tomber dans quoi que ce soit. Mais là, par exemple, je reprends l'exemple, en fait, du croissant. En fait, il faut savoir pourquoi, en fait, c'est problématique. Est-ce que c'est problématique parce que, je sais pas, j'ai évolué dans un milieu moitié grossophobe? Tu vois? Est-ce que c'est problématique parce que voilà, manger un croissant tous les jours, potentiellement, je vais devenir gros. Et donc, du coup, je veux pas devenir gros. Et donc, du coup, en fait, il y a une espèce de peur derrière ça. Et en fait, parce qu'il y a cette croyance-là, ou de la grossophobie, ou peu importe, en fait, quelque chose, tu vois, ça va être, c'est quoi le problème? Euh, En plus, globalement, c'est vrai que on parle pas ce qui est bizarre, c'est que l'alcool n'est jamais amené, en plus, dans les prises de poids. En fait, c'est en ça que déjà, si l'alcool était amené, en fait, autant que le sucre, par exemple, dans les prises de poids, je me demande s'il y aurait pas d'autres comportements par rapport à l'alcool. Si les gens se diraient pas, ah non, je vais pas trop boire parce que, en fait, je vais prendre du poids. Parce que finalement, il y a aussi beaucoup un contexte environnemental. Euh, mais pour moi, ça- savoir si on a un problème, on va dire, avec l'alimentation, c'est si on souffre de l'alimentation. C'est-à-dire en fait, c'est le moment où ça prend trop de bande passante. Où en fait, au lieu de penser à ta journée, ce que tu as envie de faire, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai le droit de manger. J'ai mangé un croissant, il faut que je saute le repas parce que ça m'amène 400 calories. Et du coup, à un moment donné, il y a trop de lipides, donc je vais manger que des courgettes ce midi. Bah oui, mais je crève la dalle. Donc cette espèce de litanie dans la tête, en fait, incessante de qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que je peux manger, en fait. Et ce moment où tu peux être envahi aussi émotionnellement, des fois, ou alors à l'inverse. C'est-à-dire que je mange trop, je me rends compte que je mange trop, que je suis dissociée, en fait, en permanence, que j'arrive pas, en fait, à profiter de la vie, sauf quand je mange. Par exemple, moi, j'ai des patientes qui ont des crises d'hyperphagie et non, c'est pas vrai, parce que je pense à une et c'est plus le cas. Mais quand je l'ai rencontrée, sa safe place, c'était devant Netflix, en fait, à manger plein de gâteaux et voilà. Et là, elle était bien. Là, elle se sentait bien.
En fait, elle se sentait bien et là, tu te dis: «Bah, ouais, mais en fait, elle profite pas du tout de sa vie». Enfin, je veux dire, la vie, c'est pas être devant Netflix et manger des paquets de chips et des chocobons. Même si on peut le faire, c'est pas un souci. En fait, on a tous des fois envie de faire ça, une pizza devant la télé, et puis plus rien faire. Mais là, c'était, littéralement, trop Le jour. souvent dans la semaine et elle en était coupée de ses relations. Donc, en fait, c'est dès l'instant qu'il y a je dis toujours, c'est toujours pareil, c'est dès qu'il y a un déséquilibre. Dès que l'alimentation prend trop de place, dès qu'il y a trop de préoccupations autour de l'alimentation, dès qu'il y a trop de préoccupations, parce qu'on n'en a pas parlé, autour de l'apparence physique, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, parce que les femmes, on a été beaucoup attaquées en fait par rapport à ça, et les hommes maintenant avec les réseaux, je pense qu'ils prennent aussi pour leur grade. Parce que quand on voit en fait les shapes en fait qui sortent, euh, et des hommes qui se font attaquer sur le fait que avec 10 ans de muscu, ils devraient être beaucoup mieux que ça. Je veux dire, niveau estime de soi, ça va faire mal aussi, quoi. Donc, en fait, c'est dès l'instant qu'il y a ça, dès l'instant qu'on a des préoccupations autour de l'alimentation, du corps, du poids, du bien manger, comment manger, et que ça prend trop de place, en fait, et que ça nous empêche de vivre autre chose. Terrible parce que c'est vraiment, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux en ce moment. Ah bah ouais, C'est moi, un quand je m'y truc suis de mise, j'ai ouf. découvert vraiment. Mais je me suis fait avoir pareil comme tout le monde avec les fit girls qui te font des recettes allégées. En plus, moi, j'étais en postpartum, donc pleine balle pour me dire faut faire du poids. Et du coup, je me suis fait avoir. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais les recettes, elles sont dégueulasses. Au final, t'en manges 4 fois plus parce que c'est pas sucré. Parce que moi, je suis bretonne en plus, il n'y a pas de beurre. Donc, la banane dans les gâteaux, ça va bien 5 minutes. Mais en fait, tous ces trucs-là, toutes les erreurs, je les ai faites. Et du coup, à chaque fois, maintenant, sur les réseaux, je dis, on s'en fout. Faites votre brownie avec du beurre, des cacahuètes dedans. Faites, voilà. Mangez vraiment un truc qui vous fait plaisir. Et même en thérapie, ce qui est génial, en général, les patients sont toujours interloqués avec ça. On a littéralement des tâches de remplacer un repas par jour par votre aliment préféré, en fait, jusqu'à satiété. C'est-à-dire que si c'est du fromage, c'est du fromage. Si c'est du chocolat, c'est du chocolat. Et en fait, c'est à satiété. Si c'est des religieuses, des Paris-Brest, peu importe. Et c'est vraiment à satiété. C'est-à-dire que vous en mangez autant que vous voulez au moment où vous n'avez plus de plaisir et vous n'avez plus faim. En général, tu n'as plus faim bien avant de plus avoir de plaisir avec ces aliments-là. Et en fait, c'est toute la semaine en fait comme ça. Et c'est génial comme outil en thérapie parce que littéralement, ça a le côté restriction cognitive, ça saute des fois en une semaine. C'est-à-dire qu'en une semaine, des patientes qui faisaient des crises à base de fromage, je leur dis, bon bah en gros, tous les soirs, fromage, à satiété, vous arrêtez quand il n'y a plus de plaisir et quand il n'y a plus de faim. Et même des fois, elles me disent, j'ai pas fini la semaine. Je me souviens d'une, elle m'avait dit, j'ai pas fini la semaine, et du coup, je fais plus de prise de fromage. Voilà. Parce qu'en fait, on a levé la restriction. Et du coup, ça me fait rebondir sur un truc. Oui, on se fait attaquer, Morgane et moi, par rapport à notre physique, alors qu'on est sportif, je pense, beaucoup plus que des personnes qui commentent et ils seraient incapables d'aller courir juste 1 heure, tu vois. Ça Ah, mais serait c'est ça. compliqué pour eux. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais du coup, on a vu l'émergence d'une ancienne trend sur TikTok qui est revenue là en force. Ça s'appelle le skinny talk. Ouais, ils l'ont annulé là, je crois, ça y est. Je crois. Ouais, ouais, mais ça fait des dégâts de fou chez les jeunes filles, notamment, où le concept, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est des femmes qui disent face caméra, si t'as faim, ferme-la et bois un verre d'eau. Mm. Si t'as faim, c'est que t'es une grosse merde. Mm. Tu sais pas te gérer, etc. Donc du coup, est-ce que ce type de vidéo, ça peut créer réellement des troubles du comportement alimentaire chez certaines personnes, des attitudes? Oui, Est-ce que tu penses que ces oui, personnes-là ont des troubles du comportement alimentaire? oui, parce qu'en fait, chez les jeunes, alors là, on est sur les troubles du comportement alimentaire dans l'adolescence, comme je disais, en fait, à des moments, l'adolescence, c'est une période, en fait, aussi qui est vraiment charnière dans le développement psychique. Et si tu couples ça avec une insatisfaction corporelle et un besoin d'appartenance, t'as une autoroute, en fait, pour ce genre de truc. Parce que s'il y a une insatisfaction corporelle, potentiellement, il y a vouloir perdre du poids ou, je ne sais pas, ou plus se muscler. Bon, ça, c'est plutôt le côté bigorex, mais et en plus, les ados ont besoin d'une appartenance très fort, en fait, vraiment à un groupe. Et du coup, toutes les communautés comme ça sur les réseaux sociaux peuvent embrigader, puisque pour moi c'est le terme, en fait, énormément de jeunes là-dedans. Ouais. Et oui, du coup, avoir des troubles du comportement alimentaire juste en regardant Alors pas des juste, vidéos. c'est parce qu'en fait, ça s'accroche déjà sur quelque chose, ça s'accroche déjà sur des Ah, ok, préoccupations. ok, 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 ok. Parce que mais comme globalement 80% des femmes et puis je sais pas combien en pourcentage en hommes, nous c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes, hein. Après la question,
c'est toujours, est-ce qu'on a beaucoup de femmes parce que c'est elles qui osent venir, ou, ou est-ce qu'il y a réellement une prévalence plus de TCA chez les femmes, ou est-ce que les hommes, en fait, tu vois? Moi, c'est caché. Moi, je te le dis honnêtement, jamais de ma vie, même quand j'ai reconnu avoir des troubles du comportement, jamais de ma vie j'aurais été voir un psy, par une espèce de fierté, d'orgueil de merde là. Et je pense que ça m'aurait bien aidé, juste pour mettre des mots sur les problèmes que j'avais, parce que je Ouais. savais que j'avais des problèmes, mais je pense que les hommes assument pas. Moi, on a fait un podcast avec un bodybuilder et un coach en bodybuilding qui s'appelle Anthony Weiss, qui lui, il a des gros soucis familiaux et tout. Et en fait, il est tombé dans l'anorexie mentale, il a été hospitalisé, machin et tout, suite à ça. Et en fait, il expliquait que, bon, à sa sortie de l'hôpital et tout, en fait, le bodybuilding l'avait aidé parce qu'en fait, il a transformé en fait son comportement de contrôle. Le fait de devoir parce que bon il y a des problèmes donc, en fait il se rendait compte qu'en fait l'anorexie c'est parce qu'il avait besoin de contrôle dans sa vie donc il contrôlait le fait de pas manger vraiment et en fait, il a transformé ça en un contrôle, mais qui allait dans le bon sens. Pour lui, à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est, comme je disais, on en a parlé un petit peu avec Mo avant, mais c'était un peu une bouée de sauvetage pour lui, le bodybuilding, où au lieu d'aller vers de la destruction de soi, il allait vers la construction. Donc en fait, mais il construisait sa vie en bodybuilding comme ça. Donc je lui ai dit, ah bon, et tu crois que le bodybuilding provoque des troubles du comportement alimentaire? Il m'a dit, bah, en fait, moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que des gens qui ont des Oui, troubles complètement. du comportement alimentaire, Mmh. s'oriente vers le Oui, bodybuilding parce qu'il y a oui, cette histoire de contrôle et tout. Et je voulais ton oui, avis là-dessus pour voir si. Ouais. complètement. En fait, moi, quand je suis arrivée sur les réseaux, donc c'était, je sais plus, après le confinement, hein, comme la plupart des gens, euh, j'ai découvert effectivement le monde du fitness. Et j'ai eu les back-office. Parce qu'en fait, à un moment donné, dans celle que j'ai suivie, qui était pas loin de chez moi, en fait, je me suis rendu compte que elles me contactaient et qu'elles avaient en fait une anorexie mentale avec des crises de boulimie. Enfin, et, euh, et moi, la question, c'est effectivement même les influenceurs, les plus gros influenceurs, je me demande à quel niveau de TCA en fait ils sont. Je pense à deux notamment, là que je citerai pas, mais leur contenu est bien, d'ailleurs, c'est pas le problème, hein. Mais je me dis, ouais, quel trouble il peut y avoir derrière, quoi. Et effectivement, tu as raison, c'est des pathologies du contrôle. Il faut savoir que, surtout la boulimie, en fait, et l'anorexie, c'est vraiment, j'avais une collègue qui disait, c'est les faces d'une même pièce. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, on peut très vite virer d'un bord ou de l'autre, parce que c'est un excès de contrôle ou un sous-contrôle, une dissociation. Et oui, dans le fitness, moi, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup, beaucoup, en fait. Soit ça peut déclencher des TCA, mais qui seront pas pérennes, en fait. C'est qu'au pire des cas, ça va être des TCA parce que les filles, elles ont été en diète, en fait, ou les hommes en diète pendant des semaines et des semaines. Et que du coup, il peut y avoir peut-être une phase euh, de crise énorme, le temps qu'il y ait un rééquilibrage. Enfin, que le corps se remette en sécurité. Ça, c'est vrai. Mais pour moi, ça va pas être un trouble. Ça va être quelque chose qui va être juste, comme on dit, juste sur une courte période, en fait, transitoire, voilà. Mais par contre, oui, à l'inverse, oui, clairement. Et même moi, pour avoir découvert, on peut taper sur les doigts si on savait, mais le monde du CrossFit. Moi, j'ai une amie qui est haltérophile, en fait, dans une box de CrossFit. Quand j'ai commencé à mettre les pieds dedans, je me suis dit, mais waouh, c'est impressionnant. En fait, la poule ou l'œuf. Elle, par exemple, elle avait une anorexie. En fait, elle l'a, pareil, anorexie. Elle est devenue, en fait, haltérophile. Hop, voilà, elle a changé le contrôle. Elle a changé le contrôle puisqu'elle est maintenant sur la performance. Mais anorexie, bigorexie, c'est très relié, hein. En général, c'est tout récent, hein, le côté bigorexie d'ailleurs. Mais c'est quand même assez Orexie. relié. Bigorexie, c'est l'addiction au sport, en fait. C'est le fait de performer au-delà des limites de ton corps. Et d'ailleurs, c'est très relié aussi, j'y pense là, mais moi, je viens d'une famille de... Ça, je l'ai su très tard aussi, c'est vraiment nul. D'haltérophiles. En fait, mon grand-père était champion de France d'haltérophilie et mon père a fait de l'haltérophilie et du culturisme. Et accessoirement, mon père était pas très très clair justement sur les comportements alimentaires. Donc, euh, donc là, alors mon grand-père pas, parce que j'ai compris, pas du tout. Mais par contre, étant donné qu'il y avait eu un culte du corps en fait enseigné en fait à mon père, plus des fragilités familiales, ça l'a amené littéralement en fait à avoir des troubles du comportement alimentaire. Je pense que lui, ça devait être un truc de boulimie en fait, caché et il compensait à mort par le sport. Mais quand je vois les poids qu'on fait dans la famille et quand je me souviens de quel poids il me disait, qu'il faisait à l'époque et quand j'ai vu les photos, c'est pas possible. Il mettait au moins 10-15 kilos de moins quand il disait son poids, c'est impossible.
Et du coup, c'est là où je me suis dit, non, mais il y avait un problème. Il y avait un problème d'image du corps, de côté performance, des comportements alimentaires et effectivement, milieu du culturiste. Et c'est fou, hein. C'est fou parce que il y a plein de du coup cette relation troublée avec le manque d'éducation, plus justement ces trucs du comportement alimentaire. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de toile d'araignée où en fait tout est lié. Oui, Et en fait, tu peux comme tomber un peu plus bas dans la toile d'araignée à cause de justement de mauvaise éducation alimentaire qui te fait tourbillonner jusqu'au centre du TCA. Mais on peut en dire, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, guérir, mais on peut se soigner de ces troubles. Parce que il y a tous ces troubles, mais je veux dire, les personnes s'en sortent quand même. oui, on peut. Bah, le vrai terme, moi, c'est vrai que le terme guérir, je l'aime pas trop, mais par contre, on peut s'en sortir. C'est-à-dire que du trouble, parce que guérir, même si on dit que oui, c'est une maladie psychiatrique, c'est vrai qu'en psy, on utilise moins ces termes-là, mais on peut complètement sortir du trouble, par contre, c'est clair. Et comme je te disais au début, c'est juste qu'on va se retrouver à un moment donné avec une préoccupation différente. En fait, voilà, on va être un peu plus vigilant sur nos comportements. Quand on a plongé dans l'anorexie, par exemple, mentale et qu'on s'en sort, et Dieu sait que celle-ci, elle est abominable, on va être vigilant, effectivement, peut-être à pas trop sauter de repas. Je pense à une amie, en fait, avec son anorexie, là, les moments où elle mange moins, du coup, elle se met en warning, elle se dit, il faut que je fasse attention, parce qu'en fait, le problème, par exemple, de l'anorexie, mais même de tous les TCA, c'est qu'il y a une forte propension à la dissociation mentale. Et du coup, si tu dissocies, euh, bah là, c'est vraiment la merde, en fait. Tu peux éclaircir ce sujet, la dissociation mentale? Dissocier, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout aux commandes de nos comportements, si je vulgarise. C'est ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, c'est notre cerveau qui va prendre le lead, mais tout seul, sur des procédures en fait qui sont très inconscientes. Et du coup, par exemple, pour l'anorexie, c'est sauter des repas. Mais on va pas se rendre compte qu'on mange pas, en fait. On n'a pas conscience qu'on ne mange pas, en fait. On va s'en rendre compte à un moment donné parce qu'on va perdre du poids, parce que les gens vont nous poser des questions, parce qu'on va être fatigué, mais finalement, on s'en rend pas compte au début. Les crises, notamment de boulimie ou d'hyperphagie, c'est pareil. Il y a une notion énorme de dissociation. C'est pour ça que la tâche dont je parlais tout à l'heure de différer la crise arrive dans une thérapie que quand on est avec une très bonne alliance avec la thérapeute. C'est-à-dire que on ne balance jamais en fait ce genre d'outils au début de la thérapie parce qu'on sait qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait une alliance. Parce que là, la dissociation, elle est très forte. Et comme la dissociation est très forte, il faut que les patients puissent se raccrocher à nous, en fait. Faut qu'on soit dans leur tête à un moment donné où ils se disent, ah ouais, la psy, elle m'a dit que, la psy, elle m'a dit que. Et en fait, c'est nous. En fait, c'est la graine qu'on a met à ce moment-là où on va pouvoir justement différer la crise. Mais sinon, la plupart du temps, ce qui est impressionnant, c'est que les patientes, moi, que j'ai, quand elles font des crises de boulimie, si on leur demande combien dans la semaine, elles vont dire, bah, je sais plus, 2. Il y en a eu 5. C'est-à-dire que tu deviens, tu passes en mode autopilote, genre t'es Oui. comme un, c'est ça, donc il y a un truc qui se passe et t'es comme en observation du comportement, la Non, t'es plus là. dissociation, t'es plus, d'accord, c'est T'es plus là. blackout un peu, Ouais, c'est de l'hypnose négative, en fait. T'es plus là. wow, Alors, des ok. moments tu peux te voir manger, par exemple, mais la plupart du temps, au tout début, en fait, t'es pas là. C'est-à-dire que les premiers instants, t'es pas là. Il n'y a plus personne, en fait. Les Hmm. premiers instants, ce qu'on bosse beaucoup aussi en thérapie, c'est le séquençage. Les premiers instants, c'est simplement faire des allers-retours. Alors, on peut tous à peu près le faire, des fois, quand on s'ennuie, ça. Mais tu sais, les allers-retours dans la cuisine, les machins, les trucs, j'ouvre le frigo. Tu sais ce que tu as dans tes placards. Bon, Hmm. au bout d'un moment, tu l'as fait 10 fois, tu sais ce que tu as dans tes placards. Mais le début d'une crise, pour les personnes qui ont des TCA, ça peut être ça. J'ouvre les placards, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je, non, je m'en vais. Ça, là, cette espèce de mouvement en fait incessant, là, ça veut dire qu'il y a une agitation souvent psychologique, une agitation anxieuse, une agitation en rapport avec des traumatismes ou des phénomènes en fait émotionnels qui sont difficiles en fait à gérer. Donc du coup, le corps s'agite. Et comme il a trouvé ce truc-là en fait de la nourriture, il va essayer d'aller chercher pour calmer en fait. Et c'est là où la crise elle peut arriver. D'accord, c'est fascinant de me dire qu'en fait il n'y a pas de problème avec l'alimentation, on a des problèmes,
qui se traduisent par des comportements Mm. avec l'alimentation, l'addiction, le trop de sport ou machin et tout. Et c'est intéressant d'essayer de se dire que si on a des comportements, faut pas essayer d'arrêter le comportement, faut aller Non. voir pourquoi tu as ce comportement. De toute façon, si on l'arrête, il va se déplacer. Pour Ouais, le coup, Pro n'a pas dit que des conneries. Il parlait à un moment donné bah oui, parce pas qu'il y a que. beaucoup de conneries. Pas que. D'accord, c'est pour Il y savoir. a des déplacements de symptômes. Et ça, pour le coup, alors c'était que de la théorie, c'est pas, on peut pas le prouver. Mais moi, je l'ai eu en thérapie. C'est-à-dire que j'ai eu une patiente qui est venue parce qu'elle faisait des attaques de panique massives, mais les bonnes attaques de panique. Euh, et en fait, elle avait des crises de boulimie avant, et la nutritionniste avait réussi à lui enlever ces crises de boulimie. Sauf que du coup, elle faisait des attaques de panique. Donc, ça a été vite vu. Quand je lui ai dit, vous préférez quoi? Une crise de boulimie tous les mois ou des attaques de panique toutes les semaines? Ah bah, des crises de boulimie. Eh oui, parce qu'en fait, son cerveau était plus en sécurité à faire de la crise de boulimie. Mm. C'est ça, c'est dès l'instant qu'on n'a pas traité. D'ailleurs, accessoirement, souvent, c'est quand même ça, c'est des émotions qui sont très fortes derrière les crises de boulimie. C'est de la terreur, c'est une mélancolie monstrueuse, en fait. Et du coup, c'est pas possible, en fait, de s'y connecter tellement c'est le vide enfin, je sais pas si un jour vous avez vécu ça ou si certains nous écoutent ont vécu ça, mais le vide réel interne qu'on peut subir, en fait, en cas de choc, le vide qui vous aspire, en fait, de l'intérieur, c'est d'une violence, en fait, pour le corps et le cerveau qui est tellement difficile qu'il veut plus jamais s'y reconnecter. Et si, pour pas s'y reconnecter, c'est manger, bah, il mangera. Parce que c'est plus facile à gérer. Ok. Et du coup, ça me permet de rebondir parce qu'on entend souvent compter ses calories, ça amène à avoir des troubles du comportement alimentaire. Et moi, ça me pose un grand problème parce que je suis sorti de justement mes problèmes en m'éduquant et justement en comprenant ce que c'était les calories, etc. Et ce que tu dis, ça me conforte dans l'idée de dire c'est parce que j'ai un problème que je me dirige vers compter mes calories. Et compter mes calories, bah ouais, ça va me déclencher un Oui, problème de comportement. c'est contexte, oui. C'est pas juste le fait, c'est pas parce que Non, j'ai décidé de compter mes calories, c'est que non. j'ai un problème de base. Et ça, est-ce qu'on peut le transposer à toutes les diètes qu'on voit sur les réseaux? Parce qu'on entend souvent des spécialistes dire, bah voilà, le jeûne intermittent, ça te pousse à avoir des troubles du comportement, la diète cétogène, etc. C'est pas des choses que nous on recommande, mais juste par curiosité, est-ce que des types de diètes comme ça un peu restrictives où on t'empêche de manger, etc. C'est parce qu'on a un problème. Du coup, bah voilà. Mais si on n'a pas de problème et qu'on teste cette diète, ça changera rien du tout. Ou alors on teste cette diète, ça peut nous diriger vers des comportements, des troubles du comportement. Alors, ce genre de diète, ce qui est sûr, c'est que ça va amener à des compulsions. Donc, les compulsions font partie des comportements dans les TCA, mais compulsion ne veut pas dire TCA. Ok. Mais si on a, c'est pareil, c'est toujours pareil, si on a un terrain fertile, en fait, à l'insatisfaction corporelle, aux besoins de contrôle, en fait, à toutes ces choses-là, effectivement, tester des diètes peut amener, en fait, à déclencher, on va dire, au moins une relation troublée, ou alors ou à des troubles du comportement alimentaire. Mais le trouble du comportement alimentaire, la base, vraiment, c'est toujours un problème relationnel, en fait, et un problème, en fait, de lien et au monde, à soi, en fait, il y a vraiment une grosse part psycho-affective, en fait, derrière. Donc ça, c'est important, en fait, à pas oublier. C'est pas parce qu'on fait des compulsions qu'on a forcément, en fait, un terrain propice au TCA. N'importe qui fait des compulsions. Moi, la première, je suis très forte des fois pour, comme je bosse en fait souvent sous l'adrénaline et du coup, j'ai pas faim la journée. Et à des moments, je me suis retrouvée, en fait, j'ai dû faire ça ces dernières années. Je me suis retrouvée là, comme ce midi, à me dire, je peux pas manger de féculents parce que ça me claque, mais j'ai mangé des fruits secs, en fait, en plus de mon repas, pour me dire, il faut que j'ai une source de glucides parce que sinon, en fait, c'est sûr, ce soir, je vais commencer à manger des carottes, du houmous, du pain, du machin, du truc, du bidule, pendant que je suis en train de faire à manger. Et donc, du coup, en fait, n'importe qui fait le jeûne intermittent, si ça lui correspond pas, va avoir des compulsions à un moment donné, parce que le corps va vouloir récupérer. Diète cétogène, ça correspond à certains, mais bon, à la base, c'était pour les épileptiques, hein, mais bon, ça correspond pas à d'autres. Voilà, ça après, c'est vraiment contextuel, mais faut un terrain fertile, en fait, au TCA, pour moi, Ok. de base. Ouais, c'est ma question et c'est bien ce que je pensais là-dessus. Autant on ne recommande pas ce genre de truc, mais si vous n'avez pas de terrain fertile, justement, de relation avec votre corps,
et déjà une relation peut-être un peu troublée avec l'alimentation, ça va pas nécessairement vous déclencher de TCA. Moi, j'aime bien les tests. J'aime bien tester des trucs et je sais que Morgane aussi. J'ai testé la diète keto, j'ai testé un repas par jour, j'ai testé, ne pas manger pendant, 48 heures. J'ai testé plein de trucs comme ça. Mais juste pour tester, par curiosité, ce que ça faisait sur mon truc, ça m'a jamais, déclenché de troubles. Par contre, ce que tu dis, un truc qui est important, heu, compulsion, compensation, c'est pareil pour toi? Ouais, alors oui, compulsion, c'est parce que oui, moi, il y a l'aspect perte de contrôle, mais oui, compensation pour le corps, compulsion pour le Ce comportement, quoi. qu'on disait au début, c'est super important de le rappeler. Nous, on le voit, on dit aux gens, donc du coup, on calcule leur métabolisme. Avec la dépense énergétique ils ont un certain nombre de calories, truc, et pour beaucoup, c'est trop. Donc on sait d'où ils viennent. On sait très bien, et du coup, ils se rendent pas compte en fait que manger très, très peu et énormément de choses caloriques le soir, bah, on peut manger plus que ce qu'on apporte, du coup, grossir en fait sans s'en rendre compte. Et ces personnes-là, elles ont l'impression de manger très, très peu. Mmh. Mais elles oublient justement cette compensation. Je dis ces personnes-là, ça arrive, à plein de gens, et moi, comme tu disais, moi le premier, hein, je fais des fois, je saute des repas et ça y est, c'est fini, quoi. Mmh. Faut plus me parler quand j'arrive à la maison. Je suis inarrêtable, mais vraiment, hein, je peux manger, mais bon, comme on le disait, tout à l'heure aussi, je fais énormément de sport, donc du coup, bah, moi, ça Ouais, se en plus. régule tout seul. Ça se régule, tout seul. Mais j'ai remarqué quand même que je suis parti en vacances, 3 semaines, avec beaucoup de voyages, le voyage, et cetera. J'ai aucun contrôle sur, ce que je mange. C'est incroyable comment, alors on a un équilibre, on mange plus ou moins la même chose à la maison, et je sais que tout le monde est un peu pareil, on mange enfin, c'est varié, ça reste varié, on mange du poisson, de la viande, des légumes, et cetera, mais on mange tout le temps. Moi, j'ai tout le temps le même petit déj, j'adore mon petit déj, et cetera. Mais Mmh. dès que je suis en extérieur, j'ai un complet déséquilibre et je reviens avec, plein d'eau, j'ai peut-être pris 1 ou 2 kilos en trop, et cetera, et ça fait exactement toujours la même chose. Dès que je reviens à la maison, je mets à peu près une quinzaine de jours, tout s'équilibre. Le poids Mmh. a Mmh. disparu, et cetera. Mais je fais pas de compensation inverse. Je fais rien. C'est pour ça que les gens, ils se disent, j'ai trop mangé pendant mes vacances, faut que je mange moins. Non, faut pas Je faire ça, promets ouais. aux gens, je ne mange rien de moins ou de plus. Je reprends le rythme que j'avais avant et ça se régule tout seul. Mmh. C'est incroyable le corps humain, comment c'est magique, et on n'a pas besoin d'arrêter de manger en fait, le truc. Et beaucoup de personnes, heu, pour beaucoup de personnes en fait, psychologiquement, et je sais pas si tu peux nous répondre, est-ce que le psychique et notre estomac et notre intestin sont liés? Dans le sens où, si je dis à quelqu'un: «Mange une banane avant de t'entraîner, parce que ça va te donner un peu d'énergie», et il me dit: «Ça me fait vomir». J'ai vraiment du mal à le comprendre, parce que moi, la banane, je sais que mon estomac, c'est de la purée, et elle va pas rester là, quoi. Je te dis pas de manger un steak avec, des pâtes où oui, ça va être consistant, et moi le premier, je vomis. Mais mange une banane avant de t'entraîner. Et est-ce que psychologiquement, on peut se créer justement ce reflux Oui. de se donner envie de vomir, enfin de se créer cette, notion de nausée en faisant du sport, juste pour avoir mangé une banane, alors qu'on sait très bien que physiologiquement, elle est absorbée tout de suite, ta banane, quoi. Tu vois, elle va pas rester là, quoi. Oui, on peut. Alors là, quand même, bémol, parce qu'il peut y avoir quand même des cas particuliers où manger avec quelque chose dans l'estomac, ça va pas passer. Parce que, par exemple, les exercices de haute intensité, en fait, des fois, même une banane, ça va être compliqué parce que si le corps a déjà, tu sais, beaucoup de fatigue, en fait, à digérer, bah, même une banane, ça peut. Je pense qu'il peut y avoir des cas particuliers. Mais après, oui, là, je sais pas si vous avez vu l'étude qui est passée sur le gluten. C'est quand même assez impressionnant parce qu'ils ont fait des groupes contrôle et des groupes tests. Et en fait, même dans les groupes où on leur disait, en fait, on disait aux groupes où il n'y avait pas de gluten qu'il y avait du gluten, et Ah oui, ceux qui bon, avaient on une en a parlé, perception ouais. du gluten, ils étaient ballonnés alors qu'il n'y avait pas de gluten, ils n'en avaient Mmh. pas mangé. Donc du coup, oui, évidemment, c'est relié. Bah, on sait que les intestins, du point de vue neuronal, en fait, communiquent avec le cerveau émotionnel.
Récemment, ils ont trouvé des neurones dans le cœur. Je sais pas si c'est rassurant ou pas d'ailleurs ça, parce que ça veut dire que potentiellement ils peuvent communiquer aussi. Donc à quel niveau en fait ils peuvent s'envoyer des informations. Pour ceux qui sont un peu hypochondriaques, je sais pas. Moi, je me demande toujours si c'est une bonne chose des fois de savoir. Mais oui, clairement, on peut enfin, de toute façon, l'esprit a un pouvoir sur le corps qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a bien des cancers qui sont pas guéris, qui sont en stand-by total, totaux, pardon. Non, stand-by total. Euh, les oncologues sont incapables d'expliquer pourquoi. Et c'est pas parce que Jean-Michel dit que parce qu'ils ont bu du thé vert et l'ashwagandha que ça les a soignés. Non, on sait pas. En fait, personne sait. Voilà, c'est personne. Donc oui, il y a un lien, c'est sûr. Et on le voit même. Moi, j'avais fait l'expérience parce que moi aussi j'aime bien faire les expériences. L'expérience que j'avais faite, c'est quand j'étais dans mes phases en fait un peu névrotiques, la perte de poids. Des fois, je culpabilisais d'aller avec une copine en fait au resto. Et j'avais vraiment, c'était souvent pizza, une bière, enfin voilà, le truc super pour digérer quoi. Et j'avais des difficultés de digestion dans ces moments-là. Et en fait, une fois, je me souviens que j'y suis allée, mais j'étais pas du tout en culpabilité. Enfin, je m'en foutais vraiment. Je m'étais dit plaisir, c'est bon. Ras-le-bol. J'étais vraiment dans la phase. J'avais pas perdu plus de poids que ça, mais j'étais vraiment dans une phase de ras-le-bol de me prendre la tête avec ça. J'ai eu aucune répercussion le lendemain, mais même en termes de flotte, hein, j'ai eu aucune répercussion le lendemain sur la balance et j'avais digéré parfaitement. Et je me suis dit, waouh! En fait, le moment où j'ai culpabilisé, j'ai gonflé comme une barrique en fait le soir même et le lendemain. Et le jour où finalement je m'en fous, et c'était la même chose, même resto, même on allait dans le même, donc c'était exactement les mêmes choses en fait. Il y avait même pas une différence d'aliments. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même assez impressionnant, en fait. La manière, quand on appréhende les choses, ça change tout au niveau réaction physiologique. Il y a un Ouais, impact. c'est là où on se demande si on n'est pas dans la matrice, tu sais. Ouais, Si on n'a pas, si finalement, tu sais, tous les effets placebo, les croyances, je sais pas moi, la prière, enfin tout ça, si en ouais. fait on n'a pas un moyen de changer les. Qu'en fait, quand on fait de la muscu, c'est juste parce qu'on a conscience qu'on fait de la muscu, qu'on qu'on prend de la masse musculaire, ça n'a rien à voir avec la physiologie, rien du tout. En fait, tout se passe dans le cerveau. Bah, je vais Je- visualiser de perdre 5 kilos dans la nuit, alors. C'est Eh ben bien. voilà, écoute. Non, mais ce serait marrant de voir si l'auto-persuasion, c'est comme il y avait des études comme ça sur des basketteurs, tu sais, un groupe contrôle, un groupe qui s'imaginait mettre 100 Oui, paniers dans, oui. Ah voilà, ouais. c'est Fou. fascinant. Ouais. Tu sais, et sur la progression que ça peut amener de s'imaginer faire un truc. Et moi, je suis de plus en Si, plus. ça c'est vu empiriquement, hein, dans les Mm. visualisations, Nous, on le fait beaucoup aussi en thérapie, la visualisation, en fait. Notamment même dans l'anxiété, enfin, se visualiser en réussite, se visualiser en difficulté. Moi, je l'ai même fait pour mon accouchement. Parce que, parce qu'en fait, je trouvais, vous m'excusez du terme, mais vraiment les préparations d'accouchement merdiques, parce que la sophrologie qui te laisse imaginer sur un petit nuage tout doux, l'accouchement, c'est pas ça en fait. T'es dans le dur, ça va être compliqué, tu peux avoir peur, enfin voilà. Et du coup, moi, par rapport à mes formations, je m'étais faite moi-même avec des fréquences de guérison un peu perchées en fait pour rentrer dans un côté méditatif des visualisations dans le dur, justement, vraiment, me visualiser en difficulté, avec des douleurs que je ne connais pas, donc, mais avec des douleurs, et me visualiser en dépassement, en fait, en disant de toute façon, ça peut passer. D'ailleurs, dans les cultures où les accouchements fonctionnent plus ou moins bien, elles sont beaucoup en transe hypnotique, en fait. Les filles sont en transe. Et en fait, je sais pas si c'est ça, ou si c'est ma condition sportive, mais en attendant, ouais, pour un premier enfant, je peux pas me plaindre de mon accouchement. Je suis arrivée à 8 centimètres, enfin, je suis arrivée à la clinique, j'avais quasiment accouché, enfin, les sages-femmes ont halluciné, elles m'ont dit, si vous en avez un deuxième, venez dans l'heure et demie, parce qu'en fait, vous allez accoucher dans l'escalier, quoi. Enfin, et je me dis, je pense que ça a joué. Ce côté, en fait, où je me suis foutue dans une transe, j'ai préparé mon corps, et surtout en Occident, on n'est pas là-dedans, nous, du tout. On est dans un truc hyper médicalisé, et c'est pour ça que moi, je reproche jamais, je critiquais un peu le côté chamanique pour les cancers. Donc, je vais les critiquer quand ils sont dans une idéologie, en fait, à dire qu'il y a que ça. Par exemple, j'ai pété un plomb il y a 3 jours sur les réseaux. Le jeûne guérit le cancer. J'étais là, vous avez pas honte, quoi. Enfin, vous n'avez pas honte par rapport à tous les gens qui crèvent justement parce qu'ils font le jeûne, qu'ils n'ont pas assez de micronutriments et que le corps peut plus se défendre. Et, mais à l'inverse, je vais jamais être contre quelqu'un qui va me dire, bah, j'ai vu une magnétiseuse, j'ai fait des soins énergétiques, je me suis même formée là en réflexo plantaire et en massage ayurvédique pour ma pratique de psy.
Donc en fait, parce que je me dis que les approches sont utiles. La visualisation, peut-être certaines croyances sont utiles en fait pour les humains, mais il faut juste ne pas rester dans une espèce de dogme, en fait, et se dire il y a ça ou il y a ça qui fonctionne. Non, en fait, on ne sait pas. Bah, Donc c'est non. ça. Je pense que c'est intéressant, c'est comme sur toutes ces idées, ah, c'est le régime, c'est le régime, c'est le régime, tu sais, c'est cet entraînement. Et en fait, je suis fasciné par les gens qui veulent la solution au truc, alors que ils ne seront pas les mêmes dans 3 mois, ils ne seront pas les mêmes dans 2 ans, ils ne seront pas les mêmes dans 5 ans, 10 ans. Tout change. Et en fait, c'est là où je pense que l'idée de comprendre et de s'éduquer, c'est si important parce que ça permet en fait d'avoir une agilité par rapport à ce que la vie peut t'envoyer dans la tête. Et c'est bien d'avoir des outils et de compréhension et de nuances par rapport à toutes ces choses. Et je trouve ça super, tout ce que tu nous offres aujourd'hui là. Parce que c'est dans la même, c'est dans la même trame, dans la même optique que Mo et moi. En fait, il n'y a pas de solution parfaite, quoi. C'est super intéressant. Alors, j'espère que j'ai pas été trop vindicative à des moments, parce que j'ai toujours des sujets des fois qui me démarrent plus que d'autres. Bah, c'est bien, c'est que tu es un être humain, c'est tant mieux. C'est bien. Et moi, il y a un dernier sujet qui me perturbe beaucoup parce qu'il y a eu des morts récemment en Angleterre, je crois une 50aine. J'ai vu un article passer. Il y a toute une mode de médicaments qui arrivent pour maigrir. Wegovy, Ozempic, il y Oui. en a, j'en ai vu un autre qui est encore plus puissant et trucs. Donc l'industrie pharmaceutique là est plein dessus. Et en fait, ce qu'on expliquait, c'est que là tout à l'heure, c'est que si on n'a pas d'éducation alimentaire, on va tourner en rond parce que le jour où on n'utilise plus ce médicament, on va grossir et voir potentiellement on met sa vie en danger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ça fonctionne, parce que ça coupe l'appétit, les gens mangent moins, les gens en abusent parce qu'ils n'ont pas d'éducation et du coup, ils meurent de dénutrition. Ah la vache. Et Ah ouais? ouais, après, il y a d'autres trucs, hein. Il y a des effets secondaires, il y a des gens qui Oui, il ont y a la des problèmes avec le paralysie, foie, je crois. une paralysie de l'estomac. Ton estomac marche plus. Super. Il y a plein d'effets secondaires parce que c'est toujours pareil, hein, il y a des essais cliniques et tout qui sont faits, mais bon, il y a toujours des effets secondaires. Ça reste un médicament, quoi. Et comme du coup, ça va être démocratisé ce genre de truc. Là, on le voit venir. C'est sûr qu'ils vont mettre un prix abordable pour que de plus en plus de gens dépensent de l'argent là-dessus, etc. Et toi, comment par rapport aux troubles du comportement alimentaire, par rapport à ce genre de médication où moi je rappelle que ce sont des médicaments, une personne qui pèse 200 kilos ou 150 kilos, qui a essayé beaucoup de trucs et qui a sa vie en danger, un médecin lui prescrit ce médicament, c'est une urgence, il doit prendre ce médicament. Si un médecin vous préconise ça, c'est qu'il sait pourquoi et il voit les dangers potentiels si vous ne le prenez pas. Donc il y a plus de risques que vous mourrez ou que vous chopiez du diabète ou etc. si vous ne prenez pas ce médicament. Je suis pas en train de dire de pas le prendre. Je suis juste en train de pointer du doigt. Il y a des personnes qui ont 30 kilos à perdre, qui n'ont pas nécessairement de problème. C'est peut-être juste de l'éducation alimentaire et par flemme entre guillemets de se mettre au sérieux dans quelque chose pour essayer même pas de faire un déficit calorique, mais juste se mettre en maintien et faire ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Non, elles préfèrent utiliser ce truc-là parce qu'elles peuvent continuer à manger des gâteaux, des bonbons, etc., qui n'est pas un problème en soi, mais elles préfèrent manger que ça. Du coup, elles se privent de macronutriments. Et du coup, c'est problématique. Ok. Comment tu vois l'avenir avec ce genre de médicaments? Et est-ce que tu penses que tu vas avoir de plus en plus de patients entre Pour moi, guillemets? c'est comme les chirurgies bariatriques, en fait. C'est-à-dire que le risque, en fait, c'est, par exemple, pour les personnes qui n'ont pas le choix de le prendre parce qu'elles n'ont pas de... Comme la chirurgie, par exemple, le risque, c'est le déplacement de symptômes. Moi, j'ai vu des patientes, en fait, enfin des mères de patientes. Des patientes me racontaient que leur mère, par exemple, avait eu la chirurgie, puis que finalement, elles sont alcooliques maintenant. Voilà. Avant, voilà, ça a viré, en fait, ça a viré en alcoolisme parce que c'est toujours pareil. Si à un moment donné, mais même quand on a, je reviens sur ce que tu dis, quand on a 30 kilos de trop, c'est pas forcément par flemme. Quand on a 30 kilos de trop, c'est peut-être toujours le même problème. Oui. On n'arrive pas, en fait, à se mettre en mouvement par rapport à ça parce que les comportements alimentaires camouflent, en fait, quelque chose qui est trop difficile et on n'a pas les ressources pour. Parce que des fois, on n'a pas,
les 30 kilos, je sais pas, on peut pouvoir les perdre 10 ans plus tard parce qu'on est apte en fait à travailler à ce moment-là dessus. Et qu'avant, je sais pas, on avait les enfants en bas âge, on avait un travail hyper stressant et on n'avait pas les ressources. Pour les gens, moi, le problème de ce médicament, ça va être toujours le même principe, c'est-à-dire le désir d'avoir des résultats rapides, sans effort et sans changer quoi que ce soit. Comme tu dis très bien, en fait, de toute façon, il va y avoir des pénuries à un moment donné, parce qu'il va pas falloir pénaliser aussi les diabétiques. Non, remarque, c'est l'Ozempic pour les diabétiques et l'autre, Ouais. ça va être une sous-classe. Euh, Psychologiquement, en fait, quand ils vont l'arrêter, ils vont reprendre du poids. S'il y a rien qui est changé, c'est sûr. Médicalement, ça, je peux pas savoir. Et après, c'est toujours l'éternel dilemme de comment la société crée en fait des troubles pour leur vendre la solution, quoi. Pour Ah, moi, c'est ça. Pour moi, c'est du et capitalisme pur et dur. ouais, Et ils ont réussi à créer en fait un maximum de TCA en Occident avec énormément en fait de. C'est multifactoriel, hein, mais bon, la nourriture transformée, elle n'est pas en reste en fait là-dessus, parce que savoir que la nourriture transformée amène plus d'anxiété, plus de symptômes de dépression quand on en mange trop. Donc du coup, si on est plus anxieux, plus déprimé, potentiellement, on peut être propice en fait à l'ouverture des TCA parce qu'on est déjà en fragilité. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux. Et après, à voir comment ça va être utilisé. Si c'est utilisé que pour des personnes qui sont en urgence vitale, oui. Par contre, il va falloir obliger, et pas comme actuellement, obliger un vrai suivi psy. Mais ça, c'est pareil, ils le font toujours pas. Dans les chirurgies bariatriques, il y en a qui le font pas. C'est-à-dire qu'ils ont un suivi pendant la première année et après, ils en ont plus. Alors, on a eu quelqu'un la semaine dernière qui a subi justement plusieurs trucs et elle nous a avoué que, en fait, c'était pas tant l'équipe médicale, mais c'était plus le patient qui disait qu'à un moment donné, bon, je maigris, j'ai pas besoin, quoi. Ça y Elle est, nous c'est a bon, c'est avoué réglé. et moi je pensais qu'il y avait un réel problème avec l'équipe médicale. Je me disais, c'est bizarre, les personnes regrossissent après une chirurgie bariatrique, un anneau gastrique et tout. Je me dis qu'il y a un problème. Non, en fait, non, c'est que c'est vivement recommandé. Il y a des choses qui sont mises en place et c'est que le patient lui-même qui n'y va pas en fait, qui suit pas le protocole qui a été mis en place. Et ça, c'est un autre problème, c'est encore un problème d'éducation. En fait, on revient toujours au même. C'est encore un problème d'éducation. À se dire, bon, ça marche, en fait, je maigris, j'ai pas besoin d'aide, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on disait Ah tout oui, à parce l'heure, qu'il y a non. une proportion de déni qui est énorme. Moi, j'en Mm. ai eu une patiente comme ça, il y a une proportion de déni qui est énorme. C'est en fait, il y a tellement des fois un désir de maigrir que de toute façon, ils disent oui, 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 oui à tout, mais en fait, ils sont déjà dissociés. Tu vois, c'est exactement le même principe que leur crise d'hyperphagie. C'est juste que ça a changé d'objet. Ils sont complètement dissociés, ils disent oui à tout. Et en fait, une fois finalement qu'ils sont dans le vif du sujet, ils ont oublié, quoi. Ok. Et t'as pas envie de passer un diplôme de diète pour être complète sur. J'y avais pensé, mais j'avoue, alors ça m'intéresse beaucoup, effectivement, la nutrition. Et après, maintenant, effectivement, j'ai pas le bagage, en fait, sur certaines choses. Mais j'avoue avoir pas beaucoup de ressources à allouer. Ouais, Déjà, là, je suis partie en réflexion de réflexo, en formation, pardon, de réflexo. Voilà, entre mon fils, mon cabinet, Instagram, en fait, ouais, faire une formation en plus avec un mini mémoire à la fin. ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué à gérer. Je... Petite question encore, je me demandais, est-ce que donc il y a des gens qui se voilent la face sur les problèmes qu'ils ont, ils Ah disent mais non oui. mais j'ai pas de problème, d'accord. Mais Ah bah oui. est-ce que dans ces cas-là, il pourrait y avoir un exercice à proposer pour essayer de se rendre compte que tu as un problème, ou est-ce que c'est mort, il y a tellement un déni que c'est même pas la peine d'essayer de les aider, tu vois ce que je veux dire? Parce que imaginons que quelqu'un écoute ce podcast, un peu peut-être par hasard parce qu'ils nous suivent, machin et tout, mais qui se rendent pas compte qu'en fait leur souci est psychologique et qu'ils ont l'impression que c'est un vrai problème avec le comportement alimentaire. Ils n'ont pas l'impression d'avoir eu un souci familial ou un événement traumatique étant plus jeune. Est-ce qu'il y a une manière je sais pas, méditative ou une manière de se poser certaines questions? Je pose la question comme ça par hasard pour me dire s'il y a un déni, comment tu te rends compte que en fait tu as un problème et qu'il faut aller le régler? Si t'as un déni, déjà, tu te poses pas la question de si t'as un problème. D'accord. Voilà. D'accord. Là, Mais imaginons que la personne fasse, tiens, peut-être que avec cette conversation, non, c'est même pas possible, ça sonnerait même pas une cloche. si on se pose des questions, il faut observer ses pensées et observer ses comportements et aussi
Alors, dans le cas précis de déni, par contre, ça va être l'entourage. C'est-à-dire, en fait, c'est quand il va y avoir des répercussions sur l'entourage. Quand il va y avoir des disputes autour de l'alimentation, par exemple des disputes en termes de comportement alimentaire. Là, j'ai une patiente, par exemple, avec une anorexie sévère qui s'est déclenchée là, il y a quelques mois. En fait, l'anorexie prend le lead. C'est très très dur l'anorexie mentale parce qu'en fait, on a les deux, on a la patiente et l'anorexie. En fait, on parle pas à la même personne à chaque fois. Et en fait, c'est par rapport aux autres qu'elle a commencé à sortir un peu du déni que l'anorexie amenait, en disant mais tout le monde me fait chier, c'est ces termes. Tout le monde me fait chier, je vois pas pourquoi on m'emmerde. Et je lui disais, bah en fait, globalement, j'ai une très bonne alliance avec elle, hein, c'est pour ça que je me suis permise. Mais je lui ai dit, globalement, vous pouvez pas garder un concombre, quoi. On en est là. J'ai dit, vous ne pouvez pas garder un concombre quand vous le mangez. Vous ne pouvez pas garder une tomate cerise. Ce n'est pas possible. En fait, elle peut plus tellement manger que si elle mange un concombre, elle va se faire vomir dans la foulée. J'ai dit, donc je pense qu'en fait, ça se voit. En fait, les gens le voient, ça. Et du coup, voilà, il y a la colère qui arrive parce que l'anorexie est là pour essayer de verrouiller le comportement, mais ça va être l'entourage. En fait, ça va être l'entourage où l'entourage va vous faire chier. Voilà, c'est que vous allez vous dire, ils m'emmerdent avec l'alimentation. Pourquoi ils viennent m'enquiquiner avec mon alimentation? Pourquoi ils viennent m'enquiquiner avec le sport? Vous voyez, enfin des choses comme ça. Des gens vont se poser des questions. Donc, on peut se questionner du coup sur ces comportements en se disant, est-ce que moi ça me convient? Est-ce que j'en souffre? Est-ce que ça prend trop de place dans ma vie? Comme je disais tout à l'heure, est-ce que l'énergie allouée en fait à ça est problématique en fait pour moi? Enfin, si vous êtes un sportif de haut niveau, vous voyez, je vois pas en quoi c'est problématique parce que ça fait partie de l'hygiène de vie, du sport, enfin voilà, des valeurs, des besoins, ok. Mais si c'est pas le cas, est-ce que ça touche en fait des problèmes dans le couple avec ses enfants? Enfin, vous voyez, c'est ça, c'est des petites questions qu'on peut se poser par moment, quoi. Toujours pareil, la relation. En fait, Et, j'ai ma relation à l'alimentation. Est-ce que ma relation à l'alimentation empêche d'autres relations dans ma vie? qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on a dans notre entourage quelqu'un qui a justement, où on voit, nous, des troubles, trucs, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour encore plus justement la saouler et parce que je sais qu'une personne qui est en profonde dépression, etc., où son entourage se rend compte qu'il y a quelque chose, elle écoute rien. Moi, ça m'est arrivé dans mon entourage où une personne de ma famille qui était en réelle dépression et en fait, dans un comportement autodestructeur, du coup, ça fait mal parce que c'est Mmh. ta famille. Tu as envie d'agir, mais tu sais que chaque mot que tu vas sortir de ta bouche, c'est problématique. Et du coup, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je veux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a jamais de bons mots, de bonnes situations, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour justement la braquer encore plus et être qu'elle sente qu'on est là pour elle, quoi. Juste, moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas dans la dépression. Je voulais juste sentir que la personne sente que je suis présent, c'est tout. C'est ce que j'ai essayé de faire, ça a fonctionné et sans rien dire en fait, sans juger ce qu'elle faisait pas, etc. Je voulais juste qu'elle sente que je suis là, quoi. Et du coup, pour une personne justement où on voit qu'elle a des troubles, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ben, exactement ce que tu viens de dire, la juger en fait et rester présent, c'est tout. Les troubles du comportement alimentaire, faut savoir que souvent c'est des pare-feux en fait aux dépressions. C'est-à-dire que les gens ont des troubles du comportement alimentaire pour éviter de sombrer en fait, puisque toujours pareil, souffrance en fait extrêmement intense qui peut amener en fait le cerveau à décompenser, donc à céder en fait sous une dépression. Donc le comportement alimentaire, ça va être un peu un pare-feu en fait de l'esprit. Enfin moi je le vois comme ça, comme un pare-feu de l'esprit. Pour éviter en fait tout effondrement. Donc ce qu'il faut éviter, c'est justement de juger, de forcer aussi les choses. Le pire à faire, ça peut être c'est ça le plus dur aussi, c'est d'hospitaliser d'office. Vous voyez, des trucs comme ça. Après, des fois, il n'y a pas le choix. Dans le cas d'anorexie mentale, par exemple, avec ma patiente, on en parle. C'est-à-dire que je lui dis, elle est infirmière en plus. Donc je lui dis, vous savez bien comment ça va se terminer. Enfin, on discute comme ça parce qu'on a une très bonne alliance, elle a un fort caractère. Et en fait, je dis, vous savez très bien ce qui va arriver. En fait, ce que vous redoutez le plus, en fait, va arriver si vous n'allez pas en plus. Parce que là, mon but, c'est de l'emmener à l'unité spéciale, en fait, à Nantes, que je sois pas seule. Parce que normalement, je peux pas être seule, en fait, à gérer ça, sauf qu'elle veut pas. Donc là, c'est le premier objectif. Mais je lui ai toujours dit, elle voulait pas aller voir le médecin. Je lui ai toujours dit, mais de toute façon, on va pas vous hospitaliser d'office, on va pas vous forcer. L'unité spéciale, par exemple, des TCA là à Nantes,
Quand je les ai appelés, m'ont dit de toute façon, ça ne peut venir que d'elle, on n'ira pas la chercher, on ne l'obligera pas en fait à rester en fait en hospitalisation, on l'obligera jamais en fait à faire les ateliers. Faut vraiment en fait qu'il y ait quelque chose qui émane de la personne. Évidemment, en cas de malaise ou autre, ben là il y a une hospitalisation qui va se créer parce qu'il y a un point de vue médical. Mais psychologiquement, un truc quand même, dans le cas d'anorexie, c'est très important. Toutes les tentatives de solution, en général, doivent être bloquées. C'est-à-dire que la famille veut faire manger la personne. Vraiment, ça, c'est hyper important. Ça doit plus devenir un sujet. On doit plus en parler. On doit plus faire état, en fait, notamment dans l'anorexie. Après, pour le reste, boulimie, hyperphagie, ça se voit sans se voir, quoi. Des fois, enfin, le pire, moi, je trouve... Enfin, le pire, non. Mais je veux dire, en termes pour l'entourage, c'est la boulimie. Ça se voit pas. Il n'y a pas de variation de poids ou des variations qui sont de 5 kilos. Enfin, c'est ridicule. On peut se douter, mais on n'est pas sûr. Il y a une procédure quand même assez honteuse, notamment en cas de boulimie vomitive. Donc, pour les faire parler là-dessus, faut s'accrocher. Donc non, vraiment, ce que tu disais, c'est très bien. C'est, je vois qu'il y a un souci, je suis là pour toi, je te juge pas. Si tu as besoin d'en parler, je suis là. Si tu as besoin que je t'accompagne quelque part, je suis là. C'est tout. OK. Et du coup, en tant que spécialiste, si une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, qui écoute ce podcast, est-ce que tu aurais un petit message à lui passer pour qu'elle, s'oriente, vers qui s'orienter? Comment chercher un spécialiste? Est-ce qu'elle a besoin d'aller voir un spécialiste? Moi, je recommande toujours d'aller voir des spécialistes et depuis peu, je recommande d'aller voir des psys. Ça fait peut-être 5 ans où je recommande à des gens d'aller voir des psys. Avant ça, je te dis, j'étais un peu buté toujours dans mon esprit là. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute là. Est-ce que tu as un petit message et comment il pourrait s'orienter, il ou elle pourrait s'orienter? Alors pour moi, il n'y a pas besoin déjà de se dire que si on va voir un psy, ça va engager une thérapie pendant des semaines ou des mois. On peut avoir des questions autour d'une souffrance mentale ou comportementale et aller juste voir un psy spécialisé en général là-dedans pour faire un état des lieux. Moi, je le fais beaucoup dans l'autisme et dans les TCA, c'est-à-dire des gens qui viennent me voir en me disant, bah voilà, j'ai des doutes en fait. J'ai des doutes, je me pose des questions sur mes comportements. Et des fois, on va faire que 2-3 séances parce qu'en fait, il n'y a pas de trouble ou il y a quoi que ce soit. Des fois, on va faire plus parce que finalement, il y a une demande autre qui va se créer. Si on a un peu peur des psys, parce que je sais qu'en France, c'est un peu ça, quoi. Moi-même, je les détestais avant, hein. C'est de vraiment, euh, autour de l'alimentation, c'est d'aller voir un diète qui est spécialisé dans les TCA et du coup, lui, il va pouvoir aussi un peu se dire, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre peut-être de la restriction, qu'est-ce qui est de l'ordre en fait de la compensation, qu'est-ce qui est de l'ordre en fait de quelque chose de plus émotionnel, plus psycho-affectif où là j'atteins mes limites. Et du coup, le diète va pouvoir à ce moment-là réorienter, mais au moins il y aura déjà eu un démarrage en fait de prise de contact en fait avec un pro par rapport à ça. Pour conclure là-dessus, les TCA, obligatoirement, normalement, c'est psychiatre, enfin c'est au moins médecin généraliste, psychologue, diète, et sinon psychiatre, diète. Et souvent, les TCA assez lourds quand même, il y a des unités dans les hôpitaux psychiatriques, des unités qui sont spécialisées en fait dedans, avec des infirmières psy, un psychiatre, des intervenants extérieurs. Moi, je sais que je travaille avec eux, et souvent, comme il n'y a pas assez enfin que le suivi est pas assez lourd, on va dire en termes thérapeutiques, moi je les ai en thérapie. Le psychiatre les voit une fois toutes les 6 semaines, et elles ont des ateliers en fait avec les infirmières psy, quoi. Ah ben c'est, je pense, super intéressant, c'est super instructif, hein, tout ce que tu nous as partagé. Je pense qu'on fera une partie 2 si tu le veux bien sur, sur des choses un peu, peut-être un peu plus spécifiques. Et du coup, il y a peut-être des gens qui se sentent rassurés en t'écoutant et que ça leur plaît. Est-ce que tu consultes à distance ou est-ce que tu es juste en cabinet? Où c'est qu'on peut te retrouver? On va partager tes réseaux, etc. Mais est-ce que tu consultes à distance? Ouais, je consulte à distance, c'est pour ça que j'ai créé Instagram. Bah, c'est après le Covid, là, où en fait, moi, j'étais très portée à la base, j'étais très puriste du lien en réel, en fait, de l'être humain.
Confinement oblige, il a bien fallu en fait que j'ai à un moment donné mes patients en fait à distance. Du coup, moi, ça m'a développé en fait les compétences de création de liens à distance. Et j'ai développé Instagram pour ça, spécifiquement en fait pour ça, pour les gens qui ont des TCA, qui se posent des questions, ou autres. D'ailleurs, ça peut être aussi d'autres choses, hein, mais c'est vrai que spécifiquement, le compte a été orienté TCA, mais en fait, là, je commence à l'ouvrir à tout ce qui est parentalité et puis, on va dire, anxiété de manière générale, parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément. Puis à la base, je suis psychologue de l'enfant, quoi. Mais, mais du coup, oui, je consulte à distance. J'ai des suivis, en fait, soit mensuels, soit à la consultation. Euh, et du coup, en visio, c'est possible, au téléphone, c'est possible. Et je me suis rendu compte que en visio, ça se passe hyper bien. En fait, l'alliance, elle se crée. Parce qu'en fait, il faut savoir que 70% de la réussite d'une thérapie, c'est l'alliance avec son thérapeute. C'est même pas les techniques utilisées, c'est l'alliance. Et du coup, je l'ai même fait au téléphone. Il n'y avait pas de vidéo, en fait. Elle voulait m'avoir que au téléphone. Et pareil, ça a très bien fonctionné, en fait. Donc vraiment, je suis revenue là-dessus en me disant que le lien humain était possible aussi à travers, en fait, des médias, quoi. Ouais, c'est cool ça. On mettra tout, tu vas tout nous donner et il y a peut-être toi, tu es sur Nantes, c'est ça? Ouais, je suis sur Nantes. Il y a peut-être des gens qui viendront de notre part te consulter, c'est génial. Ah, en tout cas, moi j'ai appris plein de trucs, hein. J'ai pris plein de notes et tout, et je pense qu'on va faire d'excellents réels avec Ah bah, tout ça. j'attends de voir, parce que moi, je me souviens pas de ce que je dis quand je parle. On Tu fais de la t'enverra avant. dissociation, Là, tu moi, fais de je la suis dissociée dans dissociation. ce genre de moment. C'est un truc de fou. Vous me posez une question, je réponds, j'ai un truc pilote automatique. Je ne sais plus ce que j'ai dit la seconde d'après. Je sais que j'étais claire dans ma tête, mais je suis incapable de. Et en formation, c'était toujours pareil. Je sais que je faisais des formations, elles aimaient beaucoup, et j'étais là, je sais plus ce que je voulais. Si ça vous a aidé, c'est bien. Mais Non, très bien. Et nous, on réfléchissait sur l'application à justement reconnecter les gens avec leurs émotions, avec l'alimentation, à essayer de les éduquer. Et on essaie de réfléchir à un outil justement, où on essaie d'expliquer un peu tous les troubles qu'on peut avoir, etc. Et vraiment, alors moi je l'appelais pas la relation troublée, je l'appelais pas comme ça, mais je pense qu'on va intégrer ce terme, je sais pas ce que tu en penses, Ouais, bah, les tutos vont à être. une l'application dans les... dédicace, du coup. Ouais, une grosse dédicace maintenant. Ouais. Mais pourquoi pas, on pourrait te demander de nous faire Ah, bah, des ouais. tutos, parce qu'on a appelé ça les tutos démo. Et du coup, les tutos de Julia qui vient nous faire des petits tutos dans l'application justement sur tout ce qui est trouble du comportement. Tu en parleras beaucoup mieux que nous. C'est des petites vidéos courtes où en fait, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de euh, recentrer le discours de tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux. Donc du coup, on essaie de garder ce format un peu dynamique, un peu court sur des tutos. C'est des vidéos entre 1 à 5 minutes, ça dépend, sur un thème précis. Je te dis une bêtise, qu'est-ce que c'est une protéine? Et du coup, on essaie d'apprendre aux gens, mais ça va être sur autant la nutrition, autant tout ce qui est, comment on appelle ça, Sommeil, stress, sommeil, sport, stress, sport, habitude. mindset, tous ces trucs-là, comment essayer de garder le cap, tout ça. Donc on a cette partie-là et en fait, de par la demande que j'ai moi personnellement justement sur la relation avec l'alimentation, il faut on nous le demande beaucoup, donc du coup il faut qu'on essaie de développer des choses. Et de la discussion, moi j'ai pris des notes et de la question que tu as posée tout à l'heure Morgane sur peut-être essayer de juste peut-être faire un espèce de quiz. Juste pour qu'ils comprennent, est-ce qu'ils savent ce que c'est un TCA, est-ce qu'ils savent ce que c'est la relation troublée, pour qu'ils se posent des questions en fait. Juste pour qu'ils se Oui, posent des questions, pas moi, pour leur donner des solutions, mais ouais, pour qu'ils se j'avais fait posent des ça, oui. questions. J'avais fait Et, ça sur des players à un moment donné, ouais. et je pense que ça peut être intéressant et voir ce que ça donne et développer un peu plus après le sujet. Voilà, mais je pense que les gens, en écoutant ce podcast, ils ont comme nous appris énormément de choses. C'est pour ça que on te réinvitera si tu le veux bien. Ouais, Parce bah, que là, avec plaisir. Non, ça m'a le beaucoup temps plu, file, vraiment, ça c'était fait déjà chouette. 2 heures qu'on discute et je sais que tu Ouais, dois aller au cross. ouais, moi aussi, il faut que je sorte mon chien surtout avant aussi. Voilà. Ah yes, ouais, mais c'est passé très très vite, hein. Ouais, Franchement. c'est passé très très vite et on a appris énormément de choses. Voilà. Et très content de t'avoir eu. Il
faudrait qu'on te fasse tester l'application, parce que tu nous dises, tu nous fasses Ouais, un ouais. retour. Oui, je l'ai téléchargé là du coup. Ben, on te on te donnera un accès pour que tu puisses tester et que tu fasses un petit retour et qu'on sache un peu ton avis, c'est cool. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Si vous avez des thèmes qu'on vous aimerait aborder, alors moi j'aimerais pour la prochaine édition, alors il y a tellement de thèmes, mais là j'ai noté là alimentation et éducation de nos enfants. C'est Euh, vrai. donc on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Je sais que toi aussi. Et essayer de donner les outils aux papas, mamans pour justement, on pourra, comme tu le disais tout à l'heure, je pense jamais éviter les troubles, on en a tous, etc. Mais au moins donner les outils pour essayer d'éduquer et de dédramatiser un peu tout cet aspect nourriture, cet aspect relation au corps, tout ce que tu nous as partagé, le truc, je pense que c'est important. Je sais pas ce que les gens en pensent, mais je sais qu'on a beaucoup de papas, mamans. Et même s'ils sont grands, eh ben, on peut quand même leur partager des choses aux enfants. Mais il y a plein de sujets que j'aimerais aborder en tout cas Non, mais lors carrément, de ouais. podcast. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. On vous met tous les liens dans la description du podcast pour retrouver Julia. Et encore merci et à bientôt.